Et c'est parti. J'attendais que ça soit bien enregistré pour lancer les débats. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On est ravis avec Amélie de pouvoir animer de nouveau cette présentation. Donc, on va le faire donc, à deux voix et on va se présenter juste après. Donc, quel est le titre de cette intervention? C'est Mieux vivre ma vie intime, affective et sexuelle dans mon établissement. Quels sont mes droits? Cette conférence, elle est née d'une idée. Il y a un document qui est Ah sorti il y bon? a quelques mois. Alors, je vais vous demander, pardon, de bien fermer les micros. Voilà, merci. Elle est née il y a quelques mois, donc il y a un texte qui est sorti qui s'appelle une recommandation de bonne pratique. Donc, on va vous présenter en fait ce document. Et l'idée qu'on avait eue, c'était de se dire finalement, ce document, il est hyper intéressant, très riche, mais qu'est-ce qu'il est compliqué? Une centaine de pages, voilà. Et on s'est dit, bah, il y avait besoin d'une version facile à lire et à comprendre. Donc, on a essayé, avec nos moyens, avec Amélie, de vous traduire en fait toute cette recommandation de bonne pratique et de pouvoir aussi bah, vous aider à bien comprendre quels sont vos droits en établissement sur bah, l'intimité, sur votre vie affective et sur votre sexualité. Alors, je vais me présenter, ensuite je donne la parole à Amélie pour qu'elle se présente également, pour que vous sachiez qui nous sommes. Donc, pour nous situer un petit peu, puisque vous êtes de plusieurs régions différentes, donc moi je suis basée à Toulouse, voilà, j'enregistre depuis Toulouse, en Occitanie. Donc, mon métier, c'est d'être formatrice, donc formatrice bien entendu sur le sujet de la santé sexuelle, de la vie affective, relationnelle et sexuelle. On intervient dans pas mal d'établissements sociaux et médico-sociaux. Moi-même, j'étais directrice d'association dans le social et le médico-social pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'ai été diplômée en santé sexuelle et éducation à la sexualité. C'est deux diplômes universitaires qui ont lieu à la faculté de médecine de Toulouse. Je suis également sexologue, donc je fais des consultations en cabinet. Donc j'ai un cabinet à Toulouse et j'accompagne aussi des couples. J'accompagne des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Et puis des proches aidants également. On fait partie toutes les deux avec Amélie d'une association qui s'appelle le CIFRES. Donc le CIFRES, c'est une association d'éducation, de recherche et de sexologie, voilà, qui regroupe des médecins, des formateurs, des formatrices, des éducateurs et éducatrices à la vie affective et sexuelle. Et on a créé en fait toutes les deux avec Amélie, avec une autre collègue qui s'appelle Alexia Perret, un collectif qui s'appelle Les Déterminés. Ça fait 4 ans en fait que ce collectif existe, non 3 ans, pardon, je nous donne une année de plus. Et on a créé ce collectif lorsque les centres ressources Intim'Agir ont été mis en place. Donc on fait partie en effet toutes les trois du centre ressources Intim'Agir Occitanie. Et donc moi, mes spécialités, c'est la prévention des violences notamment, et j'anime également des formations en éducation à la sexualité, une formation de premier secours en santé sexuelle. Et donc, je vous ai mis une petite photo pour vous montrer qu'on intervient régulièrement pour Intim'Agir Occitanie, où on anime des webinaires et des groupes de parole. Moi, j'anime notamment un groupe de parole pour les proches aidants. Voilà pour se présenter brièvement. Et Amélie, je te laisse la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Amélie Ndande. Moi, je suis basée, bon, pas loin de Toulouse, mais pas précisément à Toulouse. Je vis dans un département qui s'appelle le Lot. Voilà, un petit département rural. Alors, moi, mon métier, c'est d'être éducatrice spécialisée. Je suis éducatrice depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans. Je travaillais très longtemps dans les établissements, dans des foyers, notamment avec des adultes. Et je me suis spécialisée maintenant pour accompagner des personnes en situation de handicap sur des questions d'amour, de sexualité. Et peut-être que ma spécialité, c'est que je ne m'occupe que de personnes en situation de handicap dans ces questions-là. Alors, je suis aussi formatrice, c'est-à-dire que je vais au-devant des professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour pouvoir aussi discuter avec eux, voir avec eux comment on peut accompagner ces sujets-là au quotidien. Et voilà, en discuter et savoir comment faire pour eux-mêmes accompagner ces questions-là. Donc, comme l'a dit Sandrine, moi aussi, donc, je fais partie du Centre Ressources Intimes Agir Occitanie. J'anime les groupes de parole en visio qui s'appellent Intime Ensemble, où on discute tous les premiers jeudis du mois avec des personnes concernées par le handicap de sujets concernant la vie, les relations, l'amour, le corps et la sexualité.
Et pour Intimagir, j'ai aussi fait un webinaire, vous avez aussi l'image à côté, sur la question du consentement, qui est une très grande question, une question compliquée pour comprendre et faire en sorte que le maximum de choses puissent se vivre alors que tout le monde est d'accord. Voilà, savoir quand est-ce que je suis d'accord, quand est-ce que je ne suis pas d'accord, comment le dire, etc. Voilà, je pense que pour ma présentation, c'est suffisant. On va rentrer directement dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Sandrine, je te laisse commencer. Je continue. C'est Donc, on va parti. présenter cette fameuse RBPP, donc un sigle un petit peu compliqué qui veut dire recommandation de bonnes pratiques professionnelles. Donc déjà, on va commencer par vous dire, mais c'est quoi en fait cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles? Ben, c'est un document, un texte qui a été écrit en fait par un organisme qui s'appelle la Haute Autorité de Santé. D'accord? C'est le document dont je vous parlais en introduction qui fait une centaine de pages. Des textes de ce type, il y en a beaucoup. Il y en a sur la bientraitance, il y en a par exemple pour donner des recommandations sur l'autisme, voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut recouvrir. Et puis, il y a quelques années, on s'est rendu compte que finalement, il manquait un texte de recommandations justement de bonnes pratiques professionnelles sur le champ de l'intimité, de la vie affective et sexuelle. Je te laisse continuer, Amélie. Alors, pourquoi ce texte est important? Ben justement, en fait, ça, c'est vraiment important que tout le monde, en fait, puisse comprendre à quoi il sert, parce que justement, c'est un guide. C'est-à-dire que ça va être comme une espèce de liste de choses qu'il est importante de faire pour les professionnels pour bien s'occuper de ces questions-là. Donc, il explique aux éducateurs, aux infirmiers, aux infirmières, aux psychologues, à toutes les personnes, aux surveillants de nuit, en fait, comment faire pour mieux accompagner ces sujets de l'intimité quand ils sont au travail. Et l'idée pour ça, c'est que les personnes qui vivent dans les établissements ou qui sont accompagnées par des éducateurs, des infirmiers, ben justement, soient mieux accompagnées par rapport à ces sujets d'amour et de sexualité. Alors, qui a écrit ce texte? Parce que vous vous demandez peut-être, mais d'où sort en fait ces recommandations? D'où sort ce texte? C'est un groupe de personnes qui a été choisi. On l'a appelé, c'est un groupe de travail, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait partout en France qui ont été sollicitées pour pouvoir écrire ce texte. D'accord? Ce texte, il n'est pas venu de l'État, par exemple, il est vraiment venu du terrain. Ça, c'est important. Donc, qui sont ces personnes? Ça peut être des personnes qui interviennent dans les établissements médico-sociaux, sociaux et médico-sociaux. Ça a été aussi des personnes concernées ou des représentants des personnes concernées, des représentants aussi des associations de famille, des sexologues, voilà, des personnes formées sur le champ de la vie affective et sexuelle. Et donc toutes ces personnes en fait ont été sont intervenues pour réfléchir. On leur a demandé en fait de réfléchir à la vie intime, affective et sexuelle, et avec leur expérience de terrain, de par leur métier aussi, de leur proposer d'écrire en fait ce texte et d'écrire ce qui était important à faire et à mettre en œuvre dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, quand est-ce qu'il a été fait, ce texte? Ben, ce texte, en fait, le groupe dont parlait Sandrine, c'est ce groupe de personnes a réfléchi quand même pendant plusieurs mois. Donc, c'est important, ça aussi, de le savoir, c'est-à-dire que c'est un document euh, euh, qui a été fait. Ils ont pris le temps, justement, de bien réfléchir parce que c'est un travail qui est très sérieux qui a été fait derrière. Donc, ils ont réfléchi pendant plusieurs mois. Et ce texte, ce document a été publié en février de cette année. Donc il y a juste quelques mois, donc il est tout récent, c'est tout nouveau. C'est aussi pour ça que c'est très important pour tout le monde de le connaître, parce que c'est la première fois que aussi il est précisé autant de choses par rapport à ces sujets. Donc il est tout récent, tout jeune, ce texte. Alors Amélie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il fallait un document comme celui-ci sur le sujet de l'amour et de la sexualité? Alors, ce document est très nécessaire justement parce que ces sujets d'amour, de sexualité, de relations, du corps, etc., c'est souvent des sujets difficiles d'en parler, en fait. On dit que c'est un sujet tabou. Un tabou, en fait, c'est un sujet dont on ne parle pas. Ou quand on en parle, en général, on se sent un petit peu gêné, ou on sent que ce sujet peut gêner les autres. Donc, ben, souvent, en fait, on n'ose pas en parler, on n'ose pas poser des questions, et on se retrouve un peu tout seul, un peu coincé, avec pas d'informations, pas de possibilités pour en parler. Donc, c'est
pour ça que ce document est très important, pour lever le tabou, faire que le sujet, on puisse en parler beaucoup plus librement. Et comme tu le disais, Amélie, ce qu'on constate, c'était un tabou, pas forcément pour les personnes en fait qui sont accompagnées dans les établissements, mais ça peut être un tabou, un grand tabou pour les professionnels. Parce que la plupart des professionnels, donc que ça soit des éducateurs, des éducatrices, des AES, des moniteurs d'ateliers, les psychologues, les infirmiers, enfin tout professionnel jusqu'à la direction, nous disent ben, on n'a pas été formé sur ces sujets. Souvent, ce qu'on appelle les formations les premières formations qu'on fait pour ces études, pour devenir en fait, pour exercer le métier et travailler dans le médico-social, on n'est pas forcément formé en fait à appréhender ces différents sujets, à en parler. Donc ça va être un grand tabou. Et les familles et les proches aussi. Les personnes en fait qui sont dans l'entourage des personnes concernées peuvent être aussi très mal à l'aise en fait pour en parler. C'est souvent le cas dans les familles. Si vous êtes un adolescent par exemple, bah, c'est pas forcément évident de parler de sexualité avec ses parents. Donc c'est la même situation aussi pour tout le monde, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte. Ça peut être en fait difficile de parler de ce sujet de la sexualité, qui est donc un sujet tabou. Ok. Bonjour. Bonjour. On peut aussi préférer en parler à des personnes qu'on ne connaît pas trop. Il y a ça aussi. C'est que comme c'est un sujet un peu spécial, parfois, justement, on peut se sentir plus à l'aise d'en parler avec des personnes qui ne nous connaissent pas trop. C'est pas forcément les gens avec qui on vit au quotidien, qui s'occupent de nous tous les jours, euh, avec qui on va se sentir le mieux pour en parler. Alors, certaines personnes vont au contraire préférer que ce soit des gens qui les connaissent beaucoup. D'autres, au contraire, vont préférer que ce soit des personnes qu'ils connaissent moins, avec qui ils pourront parler spécialement de ces sujets. Et puis, on peut vouloir vivre autrement que ce que pensent les professionnels ou la famille. Parce que comme c'est un sujet tabou et que personne n'en parle, bah, parfois on reçoit en fait un petit peu des conseils et on n'a pas vraiment envie de les suivre. Mais notre famille, par exemple, ou les professionnels peuvent nous dire bah, quoi faire ou quoi penser en matière de vie affective et sexuelle. La petite photo qu'en fait on vous a mise pour l'illustrer, c'est extrait d'une vidéo qui est très bien faite où on voit un couple de personnes en fait, donc c'est un homme et une femme, et qui lorsqu'ils vivent des moments d'intimité, ils se font un bisou, ils se tiennent par la main et là ils sont dans leur lit, eh bien ils ne peuvent pas être seuls. Il y a toujours quelqu'un, que ce soit les familles ou les professionnels, pour penser à leur place ou pour se dire ah on peut pas les laisser tout seuls, on va être présent à leur côté et ils ne peuvent plus avoir d'intimité. Alors, la vie intime, affective et sexuelle, effectivement, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de tout le monde, de toutes les personnes. On dit même que c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire quelque chose d'essentiel, de très important, on va dire comme ça, pour se sentir bien, pour que tout le monde, chacun de nous, se sente bien dans notre tête, dans notre corps, dans nos relations avec les autres. Donc, ces sujets, même s'ils sont restés longtemps tabous, ils sont quand même très importants pour notre équilibre et pour qu'on se sente bien. Ça fait partie du bien-être. Comme tu le dis. Mhm. Mot Et très voilà. important, voilà, dont on va reparler, du bien-être des personnes. Alors Amélie, est-ce que tu veux nous dire, ce texte, il parle de qui et il est pour qui? On va se poser ces premières questions. Alors, ce texte, en fait, il va concerner plusieurs personnes très différentes. D'abord, il va concerner les personnes qui sont concernées par un handicap. Et on sait bien que dans le handicap, il y a plein de types de handicaps différents. Donc, toutes les personnes qui sont concernées par n'importe quelle forme de handicap sont concernées par ce qui est dit dans ce document, que ce soit des personnes mineures, c'est-à-dire qui n'ont pas encore 18 ans, donc des enfants ou des adolescents, mais aussi des personnes adultes, majeures et adultes, on les à partir de 18 ans jusqu'à notre mort. Et donc, ça va concerner ces personnes qui vivent ou qui ont des activités ou qui travaillent dans des établissements spécialisés, donc comme des foyers, des IME, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés, des ESAT, foyers d'hébergement, etc. Donc en fait, ce texte, il concerne toutes les personnes qui vivent, travaillent ou sont accompagnées par des services qui accompagnent des personnes en situation de handicap.
Mais pas que. Voilà. Puisque ce texte, en Mm. fait, il va concerner, au-delà des personnes qui sont concernées par le handicap, les personnes, notamment donc les mineurs, donc comme vous le disiez Amélie, donc les personnes qui ont les enfants, les adolescents de moins de 18 ans, voire des jeunes majeurs qui sont accompagnés par certains services qu'on appelle des services de protection de l'enfance. D'accord? Donc c'est par exemple des personnes qui ne peuvent plus, pour différentes raisons, être accueillies par leur famille, enfin être, quoi, voilà, qui vivent dans leur famille et qui vont être accueillis, par exemple, dans des foyers ou dans des, par exemple, si on cite un établissement, ça peut être des maisons qu'on appelle des MEX, donc des maisons d'enfants à caractère social. Et alors aussi, en plus des personnes en situation de handicap, en plus des enfants qui ont besoin d'être protégés un petit peu de leur famille, ce texte, il me parle aussi des personnes qu'on dit en fait en situation de précarité ou d'exclusion. Donc, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes en fait qui on se retrouve avec très très peu d'argent pour vivre, des personnes qui par exemple n'ont pas de lieu pour habiter, qui vivent à la rue ou qui ont vraiment des grandes difficultés d'argent qui font qu'elles ont besoin d'être protégées ou d'être accompagnées aussi particulièrement par des professionnels ou dans des endroits spéciaux pour éviter qu'ils dorment à la rue ou pour être aidés dans leur vie. Donc là aussi, malheureusement, ça concerne beaucoup de personnes qui soient jeunes, donc mineurs, adolescents ou aussi majeurs. Et voilà, donc ça concerne aussi en plus toutes ces personnes-là. Ça va concerner aussi les personnes âgées qui ont besoin d'être accompagnées dans des établissements. Par exemple, dans des institutions qu'on va appeler les EHPAD, si vous voulez, donc des maisons de retraite, donc qui vont accueillir des personnes âgées qui ne peuvent plus rester à domicile et qui sont accueillies dans des lieux spécialisés. Elles sont aussi concernées puisque les personnes âgées aussi ont une droit à une vie affective et sexuelle et donc elles sont concernées aussi par ce texte. Et pour finir, donc on voit qu'en fait ça concerne énormément de personnes. Le texte parle aussi des personnes qui ont besoin d'être soignées et d'être accompagnées dans des établissements de soins psychiatriques. Donc des personnes qui ont besoin, voilà, d'être aidées soit par des services, soit dans des unités d'hospitalisation. Mais eux aussi, ces personnes-là aussi sont concernées par ce document. Donc on voit en fait ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et donc aussi beaucoup de professionnels qui travaillent dans ces endroits-là. Tout à fait. Alors, ce Alors texte. Sandrine, je vais te poser la question. Ce texte, du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il raconte en fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit plein, plein de choses. Déjà, il va demander en fait aux personnes, notamment aux professionnels, mais aussi aux proches aidants, aux familles, de parler en fait de la vie intime, affective et sexuelle de façon positive. Mais ça veut dire quoi en fait en parler de façon positive? Ben, ça veut dire qu'on ne va pas aborder la sexualité que sous ce qu'on appelle l'angle des risques. D'accord? Donc les risques, ça peut être, ah bah oui, quand on a une sexualité, attention, on peut tomber enceinte ou on peut avoir une maladie. D'accord? L'idée, c'est de dire que la sexualité, c'est pas que ça, et heureusement. Euh, L'idée, c'est aussi de montrer que la sexualité, la vie intime, la vie affective, ça peut apporter du bien-être, du plaisir. Et c'est important de voir cette vision aussi que ces sujets, en fait, sont des éléments qui sont agréables, en fait, à vivre pour les personnes. Donc c'est ça, cette vision positive de la vie affective, intime et sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'il demande d'autre, Amélie? Alors, il demande justement à ce que les personnes qui sont accompagnées, qui ont besoin d'être aidées, accompagnées, on a vu toutes les personnes que ça concerne, ça vient dire en fait que les professionnels doivent respecter des libertés importantes qu'ont toutes les personnes, tous les êtres humains. C'est pas parce qu'on vit dans un foyer, c'est pas parce qu'on est hospitalisé dans une unité de psychiatrie, c'est pas parce qu'on vit dans un EHPAD ou parce qu'on est dans un IME qu'on n'a pas des droits. Et par rapport à tous ces sujets, tout le monde a des droits, même si on a besoin d'être accompagné. Donc les droits, c'est quoi? C'est le droit à une intimité. C'est-à-dire que tout le monde a droit à un moment donné d'avoir des moments, des espaces un petit peu où on peut se retrouver tout seul, tranquillement, tout seul et partager ce moment avec qui on veut. C'est aussi le droit à la vie privée. C'est-à-dire que même si on vit dans un établissement, parfois on a le droit aussi de ne pas forcément tout dire ou que tout le monde sache tout de la vie. Il y a aussi comme des moments, des choses
que je fais, que je pense, qui ne regarde que moi. Et c'est aussi un autre mot qui est la confidentialité des informations, c'est-à-dire que ben, les choses qui me concernent, les informations qui me regardent, eh ben, en fait, ça va être important de faire en sorte que tout le monde ne sache pas tout. Il y a comme des choses qu'on garde plus ou moins discrètes, plus ou moins secrètes, parce qu'en fait, c'est pas utile que tout le monde sache tout. Donc ça, c'est en fait, ce texte vient rappeler ce genre de choses qui sont extrêmement importantes. Je te laisse continuer. Alors, OK. Donc, le texte demande aussi aux professionnels de laisser les personnes parler, en fait, de leurs désirs et de leurs besoins librement. C'est-à-dire que parfois, même sans s'en rendre compte, peut-être que des fois, les professionnels peuvent, sans s'en rendre compte, empêcher ou pas vraiment entendre ou pas vraiment écouter ou pas être vraiment disponible. Donc en fait, le texte, il vient dire que les professionnels doivent en fait laisser parler les personnes librement sur ces sujets-là et qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent vraiment. Ça s'appelle l'autodétermination, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les personnes puissent dire ce qu'elles ont réellement envie de faire au plus profond de leur cœur, en fait, au plus profond de leur tête, sans être trop influencées par les parents, par les professionnels, par les autres résidents avec qui ils peuvent peut-être vivre ou travailler. Donc, on va passer, c'est ce qui est dit dans les petits dessins à côté, on va passer de la question où une personne qui a besoin d'être accompagnée se demande qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce que je devrais faire, grosso modo, qu'est-ce que je devrais faire pour faire plaisir, pour faire comme tout le monde, pour être tranquille. On va plutôt inviter les personnes à se demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire par rapport à ça. Et donc, pour parvenir à tout cela, pour mettre ça en place, ben, il faut avoir des moyens. Alors, ça va passer par parfois un petit peu des moyens financiers, mais pas que. Il faut aussi des outils adaptés. On va en reparler de ces fameux outils, et bien sûr des personnes pour le faire. Et pour que les personnes puissent faire tout ça, mettre tout ça en œuvre, en place, il va aussi falloir qu'elles soient formées. C'est ce qu'on va détailler ensuite, ce qu'on va vous présenter dans les slides suivants. Alors, on va déjà se demander, mais c'est quoi alors, la VIAS, c'est quoi la VIAS, ce terme? C'est la vie intime, affective et sexuelle. Ça veut dire quoi? Et ça va être important, on va essayer de définir tous ces termes. Donc, ces termes, ils sont donnés dans le document. Ce qu'on a essayé, nous, de le faire, c'est de vous donner une version un peu plus simple que ce qu'il y avait dans ce document, parce que c'était un petit peu complexe. Alors, déjà, je te pose la question, Amélie, ça serait quoi l'intimité? Quelle est la définition que le groupe de travail a retenue et comment on peut en fait expliquer la notion d'intimité? Parce que c'est pas évident en fait de définir l'intimité. Si on demandait à quelqu'un, c'est quoi pour toi l'intimité? Ben, il faudrait réfléchir un petit peu. C'est pas une question si simple. Alors, l'intimité a effectivement été définie. Donc, on vous a mis ici tout ce qui a été écrit, puis ensuite, on va venir l'expliquer. Donc, en fait, dans le document, ce qui est écrit, c'est que l'intimité, c'est un espace, donc c'est comme une espèce d'endroit, en fait, physique, dans le corps ou dans les locaux, mental, donc dans la tête, social avec les autres, et émotionnel, c'est dans ce que je ressens, dans ce que personnes ressentent que chaque personne peut choisir de partager avec quelqu'un ou non, de le garder pour soi. Et si les personnes choisissent de le partager, c'est avec aussi les personnes de leur choix, en moment qu'elles ont elles-mêmes choisi. L'intimité, c'est aussi le droit au respect de la vie privée. On va y revenir. En fait, ça, ils insistent beaucoup pour dire qu'en fait, tout le monde a droit au respect de la vie privée et à la possibilité d'avoir un espace, un endroit pour soi, tout seul, tout simplement. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire déjà, on a parlé donc du corps. Donc, ça veut dire que l'intimité, déjà, ça concerne mon corps et souvent ce qu'on va parler des parties intimes. Vous savez, quand on parle par exemple des organes génitaux, ou de la poitrine, des seins, bah, ça va être voilà, nos parties qu'on va considérer comme peut-être plus intimes que d'autres parties de notre corps, comme par exemple, voilà, je peux considérer qu'en effet, ma poitrine, par exemple, c'est quelque chose de plus intime que mes mains. Je la laisse pas voir à tout le monde. Donc, ça peut être des parties du corps que je peux avoir envie de les montrer à personne. Voilà, je les garde pour moi, je les cache, ou alors je peux avoir envie de les montrer, mais à certaines personnes.
voilà, à quelqu'un que j'aime bien, voilà, à mon amoureux ou à mon amoureuse, à mon partenaire, à mon mari ou à ma femme. Voilà, ça c'est mon choix. Je peux avoir envie de montrer ces parties à certaines personnes. C'est mon intimité. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Donc, quand on vous présentait la définition, mais ça veut dire aussi que l'intimité, c'est pas seulement mon corps, mais ça peut être aussi les endroits où je suis, les endroits où je vis. Il y a un lieu qui est très important, qui est le lieu de l'intimité, parce que le lieu de l'intimité dans vos établissements, c'est pas la salle où on regarde la télé. Ça, c'est souvent pas un lieu considéré comme intime. C'est plutôt les endroits comme la chambre, en fait. Voilà, donc on va considérer que chez moi, ma chambre, c'est mon lieu privé. Et dans cette chambre, je peux avoir envie, bah, soit d'inviter des personnes, de partager en fait ma chambre avec une ou plusieurs personnes, ou alors je peux envie d'avoir d'y rester seule. Voilà, c'est l'endroit en fait où ouais, mis le petit panneau entrée à toute personne, entrée interdite à toute personne autre que moi. Voilà, je peux décider que ma chambre, c'est vraiment mon lieu à moi, mon lieu privé. Alors, ça veut dire aussi que l'intimité, c'est ce que je pense. On a vu, c'est aussi, donc on a vu, c'est dans le corps, c'est dans les endroits, mais c'est aussi dans ce que je pense, dans ma tête, en fait. Donc, il y a des choses que je n'ai jamais dit à personne. Ça, on est tous et toutes pareils. Il y a peut-être des choses que j'ai envie de faire et j'en ai jamais parlé à personne. Ou il y a peut-être certaines choses que, voilà, des idées que je peux avoir sur certains sujets que je n'ai jamais partagées avec personne. Et par contre, il y a peut-être des choses que j'ai envie de dire qu'à une seule personne en particulier, en mode un petit peu comme un secret, une confidence. Donc ça aussi, c'est des choses où tout le monde a le droit de choisir aussi, de dire quelque chose comme ça qu'on pense, personnel, ou de ne pas le dire et de choisir à qui en parler. Ça veut dire aussi que l'intimité, c'est dans ce que je ressens. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a ce que je pense, c'est dans ma tête, et ce que je ressens, c'est dans mes émotions. On pourrait le sentir un peu souvent au niveau de notre cœur, au niveau comme ça dans la poitrine, souvent. Des choses qui me plaisent, qui sont agréables, qui me font plaisir, mais aussi des choses peut-être qui me font peur, qui me dégoûtent, qui me rendent triste. Donc, ça, c'est tout ça, en fait. Quand on parle des émotions, ce que je ressens, c'est ça. Donc, il y a des choses que je ressens tout seul, là aussi, et il y a des choses que je peux avoir envie aussi de partager sur ce que je ressens, des choses qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas. Je peux décider de le garder pour moi ou d'en parler qu'à certaines personnes. On parlait tout à l'heure de la chambre. Eh bien, la loi, elle rappelle aussi que chaque personne a droit au respect de sa vie privée. Ça veut dire que toute personne y a droit, personne ne doit en être exclu. Même les enfants ont droit à leur vie privée, au respect de leur vie privée. Que je sois dans un établissement ou que je vive à domicile, que je vive dans ma famille, j'ai droit en fait au respect de mon intimité et de ma vie privée. Ça, c'est écrit dans ce texte, dans cette recommandation de bonne pratique, mais c'est écrit aussi dans d'autres textes, dans des textes qui sont très importants, qui sont fondamentaux, notamment ce qu'on appelle le Code civil. Donc c'est un texte, en fait, un gros texte, où il y a beaucoup d'articles, et notamment un des premiers articles, l'article 9 qui dit ben, que chaque personne a droit au respect de sa vie privée. C'est écrit aussi dans des conventions, et notamment dans la Convention européenne des droits humains, par exemple, donc qui rappelle en fait ce droit au respect de la vie privée. Et si on vit dans un établissement avec d'autres personnes, eh bien, en effet, ce droit doit être respecté aussi. Évidemment, c'est pas facile en fait quand on vit dans un endroit où on est en collectivité, c'est-à-dire avec d'autres personnes, d'avoir une vie privée. Parce qu'on a l'impression que tout le monde peut être au courant en fait de ma vie privée. Mais il n'empêche que c'est important que les professionnels ou les autres personnes qui sont accompagnées dans l'établissement, eh bien, respectent ma vie privée. D'accord? On n'écoute pas aux portes ou on n'entre pas en fait dans une chambre bah, sans demander l'autorisation. Voilà, ce respect de la vie privée, ça passe par là, ou si une personne n'a pas envie de dire quelque chose qui la concerne, eh bien, elle peut aussi garder en fait son intimité pour elle. Rien n'oblige en fait une personne à dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Alors, Amélie, c'est quoi la vie affective? Parce qu'on a défini l'intimité, et si vous avez des questions, bien sûr, notez-les, à la suite, on y répondra. On va tâcher maintenant de définir ce que c'est que la vie affective. Alors, la vie affective, ben là aussi, le groupe a bien travaillé et a donné une définition importante. Ils ont parlé, là aussi, que c'était un espace, donc d'une forme d'endroit émotionnel. Donc, on a vu ça, c'est les émotions, ce qu'on ressent,
physique, donc aussi dans le corps directement avec quelqu'un, social, donc là c'est directement dans des relations avec des personnes, qui est propre à chacun. C'est-à-dire que toutes les personnes, tous autant qu'on est, on a une façon en fait de vivre ce type de relation. Et c'est des relations au sein de laquelle chaque personne peut éprouver, ressentir et exprimer, dire des sentiments et des émotions. Et malheureusement, j'ai envie de dire, dans ces relations, ce qu'on ressent pour quelqu'un, c'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire, si je suis amoureux, par exemple, ou amoureuse de quelqu'un, eh ben, c'est pas forcément obligé que la personne aussi en retour soit aussi amoureuse de moi. Donc, ça fait partie de tout ça, en fait, la vie affective, de tous les sujets qu'on peut évoquer. Et ce qu'il nous dit aussi, ce document, c'est très important, ça veut dire que dans les relations d'amour, par exemple, on n'est pas obligé de vivre, de partager de la sexualité. C'est quelque chose qui est possible si on en a envie, mais tout à fait aussi possible de partager une vie amoureuse, même pendant des années, des années et des années, sans partager de la sexualité si on n'en a pas envie. Donc, l'amour et la sexualité, c'est comme si c'était deux choses différentes, même si souvent, c'est des choses qui se rejoignent, qui sont proches. Mais c'est différent. Alors, on va déjà, tu as bien expliqué. On va en redonner avec quelques illustrations. Donc, qu'est-ce que ça comprend, on va dire, la vie affective? De quoi on parle? Eh bien, on va parler des sentiments, de ce qu'on peut ressentir pour les autres. Qu'est-ce que ça peut être, ces sentiments? Bah, les sentiments les plus connus, ça peut être l'amour, dont tu parlais, Amélie, mais ça peut être aussi des sentiments d'amitié, qui sont tout aussi importants, ou de l'affection. Parfois, on peut considérer que quelqu'un, c'est un ami, et on peut aussi ressentir de l'affection pour d'autres personnes, mais on ne les considère pas comme nos meilleurs amis. Ce sont des personnes qu'on aime bien. Par exemple, on va dire, bah, cette personne, je l'aime bien. Ou bien sûr du sentiment amoureux. Donc c'est avoir des sentiments, mais aussi s'autoriser à pouvoir les exprimer. Et ça, c'est important, parce que parfois, en fait, on ne se sent pas autorisé, en fait, à exprimer ses sentiments. Ou on ne sait pas comment, en fait. On se dit, mais j'ai pas la capacité, je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. Et donc, ça va nous donner les moyens de pouvoir, en fait, exprimer ses sentiments. Et comme le disait Amélie, on peut aussi avoir aimé une personne sans vouloir de relation sexuelle avec elle. Ça va être important de dire que la vie affective et la vie sexuelle, c'est pas forcément la même, c'est pas la même chose en fait, d'accord? On peut avoir avec une personne une vie affective et sexuelle. On peut être par exemple amoureux, amoureuse et puis vouloir une sexualité, des rapports sexuels, mais on peut aussi aimer une personne sans vouloir de relation sexuelle, sans vouloir partager de la sexualité. Et ce que disait aussi Amélie, parfois on aime une personne d'amour, mais elle ne nous aime pas. Ça arrive, voilà. Mais c'est pas pour autant que nos sentiments, ils ne sont pas intéressants. On a le droit de ressentir, d'avoir des sentiments, d'être amoureux d'une personne, mais on ne peut pas l'obliger à nous aimer en retour. On en parlera encore tout à l'heure quand on parlera de la question, le mot que vous connaissez très certainement, le consentement. Voilà, parce que voilà, c'est important de demander aussi le consentement à l'autre et aussi de savoir si elle nous aime en retour. Alors ça concerne quoi donc, Amélie, si on veut reprendre un petit peu, ce que ça va concerner cette notion de vie affective? Alors, la vie affective, ben, on a commencé à bien commencer à en discuter. Ça va concerner les relations amoureuses, donc on peut avoir, amoureuses d'hommes, de femmes, peu importe, c'est vraiment l'amour qui prime ici. Des amitiés différentes qu'on peut avoir, mais aussi les liens affectifs qu'on peut avoir entre les personnes. Donc les personnes avec qui on vit, parfois aussi avec les personnes qui travaillent, en fait, qui s'occupent de nous. Ça peut être du voisinage, en fait, ça peut être des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on est en lien particulier d'une façon générale. Alors, Sandrine, je te pose la question du coup ce coup-ci. La sexualité, c'est aussi une autre chose qui a été bien écrite dans le document. C'est très important qu'on puisse savoir de quoi ça parle en fait. Quand on parle de sexualité, ça veut dire quoi? Alors, tout à l'heure, pour l'intimité et la vie affective, on vous a dit que les définitions, c'était les définitions du groupe de travail. Vous savez, les personnes qui ont réfléchi et qui ont écrit en fait le texte de la recommandation de bonne pratique. Ce groupe de travail, pour définir la santé sexuelle et la sexualité, eh bien, il s'est basé sur des définitions qui existaient déjà. Et il s'est basé sur des définitions qui sont celles de un organisme, une organisation qu'on appelle
l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire qu'au niveau en fait voilà, international, il y a une organisation qui parle en fait des sujets de santé. Pardon, qui va aussi parler de ce qu'on appelle les droits sexuels, voilà, pour affirmer des choses qui sont au niveau mondial, qui doivent et qui devraient être respectées. Et donc l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé sexuelle, puis la sexualité. Et ce qu'on va faire, c'est vous donner les définitions pour que vous les ayez aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la santé sexuelle, Amélie? Qu'est-ce qu'a dit Alors, l'OMS, en fait, l'Organisation mondiale de la santé? donc, la santé sexuelle, c'est très important, justement parce que la santé sexuelle, c'est ressentir du bien-être. Donc ça, ce mot de bien-être, il est vraiment important pour qu'on le retienne tous. C'est vraiment le fait de se sentir bien. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, et le document dont on parle aujourd'hui, il insiste là-dessus, où il nous fait comprendre que parler d'amour et de sexualité, c'est aussi pour se sentir bien. Se sentir bien, comment? Se sentir bien au niveau physique dans notre corps, se sentir bien dans nos émotions, donc ressentir des choses agréables qui nous plaisent, se sentir bien au niveau mental, c'est-à-dire dans notre tête par rapport à ça, et se sentir bien au niveau social, c'est-à-dire avec les autres. Tout ça quand on parle très précisément de la sexualité. Donc la santé sexuelle, c'est se sentir bien par rapport à la sexualité. Et pour cela, en fait, ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, elle nous dit que pour avoir une bonne santé sexuelle, eh bien, nos expériences sexuelles, c'est-à-dire ce qu'on va vivre au quotidien ou quand on veut dans notre sexualité, comment on va vivre notre sexualité, eh bien, ces expériences, elles doivent être agréables. On doit aussi pouvoir les vivre en sécurité. On doit aussi pouvoir être libre, c'est-à-dire ne pas subir de pression, de contraintes pour pouvoir les vivre. On ne doit pas être discriminé dans notre sexualité. Discriminé, ça veut dire par exemple, je suis moins bien traité à cause de mon handicap, à cause de mon sexe, à cause de ma couleur de peau, ou à cause par exemple de ce qu'on appelle mon orientation sexuelle. Si par exemple, je suis un garçon et je préfère les garçons, je ne dois pas en fait être moins bien traité parce que voilà, ça serait pas bien vu par certaines personnes. Et puis bien sûr, les expériences sexuelles, doivent être sans violence. D'accord? Dès lors qu'il y a des violences, ce n'est plus la bonne santé sexuelle, on n'est plus dans un état de bien-être puisqu'on subit des violences. Alors qu'est-ce que nous dit aussi l'OMS, Amélie, sur la sexualité? Quelle définition il nous en donne? Elle nous en donne. Alors, cette Organisation mondiale de la santé nous dit que la sexualité, c'est un aspect central de chaque être humain. Alors, autrement dit, c'est dire que c'est quelque chose qui est très important, quelque chose qui est central, c'est vraiment quelque chose qui est au milieu. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour toutes les personnes tout au long de la vie. Donc, ça aussi, c'est très important pour nous à le comprendre, qu'on soit professionnel, qu'on soit famille ou qu'on soit personne concernée par le handicap. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est important, très important dans notre vie, depuis qu'on est enfant jusqu'à ce qu'on soit âgé, très âgé. Donc pendant toute la durée de notre vie, c'est quelque chose qui va être très important. Par exemple, euh, c'est par exemple qui on est, voilà, quand on se sent un homme, une femme, qui on aime, comme le disait Sandrine. Si je suis une femme, si j'aime les hommes, si j'aime les femmes, si des fois j'aime certains hommes ou certaines femmes. Donc ça va aussi parler de tout ça. Et comment on vit aussi, comment on imagine le sexe ou la sexualité. Donc les idées qu'on a par rapport à ça, les comportements, les attitudes qu'on a concrètement par rapport à ça. Les fantasmes, c'est une autre façon de dire comment on peut s'imaginer des fois vivre certaines choses par rapport à ça. Donc tout ça, en fait, c'est la définition de la sexualité et c'est quelque chose qui est très important pour toutes les personnes tout au long de leur vie. Et notre sexualité, elle peut être influencée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent agir sur ma sexualité. Ça peut être déjà ma santé physique, d'accord? Par exemple, je peux avoir un handicap qui me contraint, qui me rend peut-être un petit peu plus difficile de vivre ma sexualité. Ça peut être aussi ce qu'on appelle la santé mentale. Ça veut dire comment aussi je me sens dans ma tête ou avec mes émotions, d'accord? Ce qu'on peut appeler la psychologie, par exemple, ça peut agir aussi sur ma sexualité. Si j'ai confiance en moi, par exemple, si j'ai pas trop confiance en moi, peut-être si j'ai pas trop confiance dans mon corps, par exemple, eh bien, ça peut agir aussi sur ma sexualité. C'est aussi le niveau social. Donc, ce social, ça va être mes relations, par exemple, mon entourage,
ma famille ou les professionnels, on le disait tout à l'heure, selon en fait ce qu'ils pensent de la sexualité, eh bien ça peut aussi agir sur comment moi je vais penser aussi ma sexualité. Parce que si j'ai grandi avec des interdits, par exemple, si on m'a toujours interdit de parler de sexualité, ça va pas être facile pour moi en tant qu'adulte de parler facilement de sexualité. Mais ça peut être aussi la société dans laquelle je vis. Si je vis dans une société où bah, c'est très très tabou de parler de sexualité, ça peut évidemment aussi influencer la manière dont je vais vivre ma propre sexualité. Ça peut être ma religion aussi, la religion, soit la mienne, soit la religion de la personne avec qui j'ai envie d'avoir une sexualité, qui peut influencer aussi la vie sexuelle. Ça peut être aussi les lois. Les lois, ça va être bah, ce que j'ai le droit de faire ou ce qui est interdit de faire. En fait, en France, mais dans d'autres pays, il y a des choses qui sont autorisées dans la sexualité, mais il y a des choses qui sont, par exemple, interdites. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des orientations sexuelles. Ben, en France, c'est pas le cas ailleurs. J'ai le droit, en fait, d'être homosexuel. J'ai le droit, voilà, si je suis une femme, d'aimer les femmes, c'est autorisé. J'ai le droit même de me marier. Euh, mais il y a des choses aussi qui sont interdites. Les violences sexuelles, bien sûr, sont interdites dans notre société. Ça peut être aussi l'argent, d'accord? Parce qu'il y a des choses pour la sexualité qui peuvent être payantes. Si par exemple, bah, j'ai envie d'avoir une relation sexuelle, peut-être que je vais me dire, ah, il faut que je fasse attention, comment je m'habille, à mon hygiène, à plein de choses. Donc je vais m'acheter un parfum, je vais peut-être m'acheter des choses pour séduire. Et tout ça, ça peut aussi avoir un coût. D'accord? Il y a des choses qui coûtent de l'argent. Ou si je veux m'acheter un jouet sexuel, un sextoy par exemple, bah, je vais aller dans un magasin où je vais le commander sur Internet et ça peut voilà, aussi avoir un certain coût. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer, qui peuvent agir sur ma sexualité. Alors, donc Amélie, on a vu donc les définitions de la vie intime, de la vie affective et de la sexualité. Maintenant, on va se dire, mais concrètement, qu'est-ce qui est demandé en fait aux établissements? Il faut faire quoi? Eh bien, justement, hein, là, pour le coup, le document, on a vu, il est très clair et il va vraiment guider les professionnels pour savoir en fait comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner correctement les personnes qui vivent dans ces établissements, qui sont accompagnées dans ces services. Premièrement, en fait, ce document, il va dire que on doit respecter la vie privée et l'intimité des personnes qui vivent dans ces établissements. Donc, il va y avoir en fait différentes façons d'être peut-être plus attentif à ça, de faire plus attention, de se dire qu'effectivement, peut-être des fois, il peut y avoir des habitudes parce que tout le monde est là, des fois depuis plus ou moins longtemps, et il y a peut-être des choses, des réflexes qu'on n'a plus. Donc, en fait, ce qui va vraiment être demandé, c'est à ce que tout le monde, les personnes qui vivent, qui sont accompagnées ou les personnes qui travaillent, de bien respecter cette notion de vie privée, d'espace privé, d'intimité. Voilà. Donc, dans la façon de rentrer dans la chambre, on le verra, ou dans ce qu'on dit, ce qu'on sait, ce qu'on demande aussi. Ça va être important de bien réfléchir à comment respecter la vie privée, l'intimité des personnes accompagnées. Alors, ça peut passer peut-être par l'aménagement d'espaces, d'endroits concrets pour que l'intimité puisse se faire, se vivre de façon peut-être plus confortable que jusqu'à présent. Ça peut par exemple passer par réfléchir pour pouvoir avoir des lits doubles. Vous savez, il arrive encore souvent que dans les établissements, les adultes, pourtant des adultes qui vivent là et parfois pendant plusieurs années, dorment dans des lits qui sont prévus pour une seule personne. Ben, du coup, dans notre chambre, dans notre espace privé, notre lit, il est prévu pour une personne, ben, si j'ai envie d'inviter quelqu'un pour faire la sieste, pour passer un moment ensemble, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, il va falloir aussi réfléchir peut-être aussi aux locaux, c'est-à-dire à l'aménagement des pièces et aussi des meubles pour pouvoir permettre, si les personnes le souhaitent, de pouvoir vivre leur intimité. Ça va être aussi des espaces réservés, des endroits pour être plus tranquille, pour passer du moment seul ou à deux, notamment peut-être dans les endroits où les personnes ne dorment pas, mais réfléchir à des endroits où les personnes puissent aussi avoir un espace un peu de repli pour être seul ou à deux plus tranquille. Mais il y a d'autres choses, Sandrine, je te laisse continuer peut-être. Le respect en fait de l'intimité et de la vie privée des personnes, c'est aussi
c'est appelé comme ça, en fait, dans le texte, qu'on appelle organiser la liberté de circulation. C'est-à-dire, on va respecter cette liberté, en fait, de circulation, d'aller et venir. C'est très important, en fait, pour respecter l'intimité, la vie privée des personnes qui sont accueillies. Par exemple, ça veut dire quoi? Bah, pouvoir fermer déjà la porte de sa chambre à clé. Ça, c'est important. On vous a dit tout à l'heure, bah, notre chambre, votre chambre, c'est un lieu privé. Donc, si on veut vraiment que ça soit respecté, ça peut être de fermer la porte de sa chambre à clé. On peut imaginer aussi que on accroche à la porte des chambres, ne pas déranger. Voilà, et on n'a pas à dire pourquoi. D'accord? Vous avez envie d'être tranquille dans votre chambre et donc on doit respecter en fait ce désir. Et on ne doit pas vous demander mais pourquoi tu as envie de rester tranquille dans ta chambre? Non, ça ne regarde personne. C'est important qu'on puisse respecter en fait ce souhait. La liberté de circulation, ça veut dire aussi bah, de pouvoir sortir. Bah oui, si j'ai envie de sortir de l'établissement, bien sûr, pour certaines personnes, il peut y avoir des difficultés. On sait que voilà, ça peut être difficile d'envisager que certaines personnes sortent, mais dans ce cas-là, il faut vraiment que ça soit expliqué parce que non, on ne peut pas en fait interdire à une personne en fait de sortir de son établissement. En fait, voilà, elle doit avoir cette possibilité d'avoir accès à de la mobilité. Et ça peut être aussi d'inviter des personnes. Ça, je sais que c'est toujours compliqué dans les établissements. Qui est-ce qu'on peut recevoir? Parfois, on nous dit, mais pourquoi tu veux recevoir telle personne? À quelle heure elle va venir? Alors, parfois, il y a des enjeux de sécurité, c'est-à-dire qu'on a besoin dans un établissement, par exemple, imaginons qu'il y a quelque chose de grave, un incendie, ça va être important de savoir, en fait, qui est présent dans l'établissement. Donc, si vous avez invité des personnes, on a envie de savoir d'être sûr que tout le monde soit bien sorti des chambres et du foyer, par exemple. Mais c'est quand même essentiel de rappeler que oui, on a le droit d'inviter des personnes, en fait, dans son établissement. Donc tout ça, en fait, ça va être important de le noter et de regarder que c'est bien respecté. En tout cas, que tout est fait dans l'établissement pour respecter cette intimité et la vie privée des personnes et leur liberté, en fait, d'aller et venir. Et puis, on doit aussi veiller à la confidentialité des informations. On doit faire très attention en tant que professionnel. Là, le on, il concerne les professionnels quand elles partagent, mais aussi les personnes accompagnées. C'est-à-dire que si vous êtes dans un établissement, si on vous confie un secret, par exemple, une confidence, voilà, un ami à vous, eh bien, on ne le répète pas en fait. On fait attention avec qui on va partager. Mais ça va concerner aussi les professionnels. Parfois, les professionnels, bah, ils ont envie de bien vous accompagner. Donc, ils se disent, bah, je ne sais pas trop quoi faire de cette information, je vais la partager avec mes autres collègues pour qu'on trouve ensemble une solution. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Parce que si vous leur confiez, en fait, par exemple, ça peut être des questions sur des relations sexuelles ou sur la masturbation, vous voyez, des questions très intimes, eh bien, on doit vous demander votre avis avant. C'est des choses qu'on ne fait pas forcément. Mais en fait, ça va être important qu'on vous dise, bah, écoute, toi, tu m'as confié cette situation, j'aurais besoin d'en discuter avec quelqu'un. Est-ce que tu m'autorises, en fait, à ce que j'en parle, ce que je parle de ta situation pour qu'on trouve une solution, pour qu'on puisse mieux t'accompagner? On ne doit pas aussi parler de vous sans que vous soyez au courant. D'accord? Ça, c'est important aussi. C'est important que vous soyez informés que on va en fait parler de vous et peut-être de choses qui soient intimes en fait. Voilà. Bien sûr, c'est dans l'objectif de mieux vous accompagner. C'est pas pour en parler et pour faire des rumeurs ou pour parler comme ça à la légère de vous, mais c'est quand même important que vous soyez au courant, voire que vous soyez, par exemple, s'il y a on doit parler en fait d'une situation, bah, vous soyez aussi, qu'on n'en parle pas derrière votre dos, que vous soyez impliqué, qu'on vous demande aussi de partager ensemble avec les éducateurs, par exemple, avec les soignants, de parler de la situation ensemble. Alors, vos droits, ils sont écrits dans des documents importants. Ça, c'est vraiment l'intérêt. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo. C'est pour comprendre que ces droits, ils existent, ils sont écrits et tout le monde, en fait, doit les respecter de sa place. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des personnes responsables pour les faire respecter. Donc, c'est-à-dire quand on est éducateur, quand on est psychologue, infirmier, etc., on doit travailler d'une certaine façon et respecter aussi tous ces droits. Donc, par exemple, ce qui nous est demandé, là, maintenant, ça va être d'écrire sur, voilà, vraiment concrètement, tous les sujets de la vie intime, affective, sexuelle, dans tous les documents qui sont importants pour les professionnels, pour les guider dans leur travail. Donc, dans le projet d'établissement,
C'est-à-dire que tous les endroits où les personnes en situation de handicap vivent ou sont accompagnées, il y a une espèce de grand document qui explique comment fonctionne l'établissement, comment fonctionne le service. Il est tamponné par plein d'autorités, il est très important. Il va falloir que maintenant, dans ce document, ce projet d'établissement, on écrive qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les sujets d'intimité, d'amour, de sexualité des personnes qu'on accompagne. On va devoir aussi écrire et réfléchir dans le règlement de fonctionnement de tous ces endroits, comment en fait on peut prendre en compte la vie intime, affective et sexuelle aussi dans le livret d'accueil. C'est un petit document, en fait, qui est donné aux personnes avant qu'elles arrivent dans un service ou dans un établissement, qui explique comment fonctionne l'établissement. Il est assez bref, mais là aussi, il faudra expliquer et montrer, en fait, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ces sujets. Et aussi, enfin, dans les projets d'accompagnement, donc tout ce qui est personnel pour chaque personne, ce serait important de se poser la question de quoi la personne a besoin, qu'est-ce qu'elle nous demande, comment on peut répondre à sa demande, mais surtout, on va lui demander, se demander qu'est-ce qu'elle veut qu'il soit écrit. Donc, on va avoir des questions précises à se poser souvent par rapport à ça pour voir ce qu'on écrit. Et enfin, il y a la charte. La charte, ça, c'est un autre document qui rappelle tous les droits et toutes les libertés des personnes qui sont accompagnées. Et là aussi, il faudra faire apparaître la question de l'intimité, de l'amour, des relations et de la sexualité. Donc, vous voyez, on rentre dans quelque chose de nouveau pour les établissements où les établissements vont être obligés de réfléchir, d'écrire et de changer souvent leur façon de faire par rapport à ces sujets. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire et qui sera aussi contrôlé. Tout à fait. Et pour aller un petit peu plus loin, il va aussi falloir des personnes qu'on va nommer des référents. D'accord? Donc dans les établissements, ça va être l'idée de désigner des personnes, qui seront en fait, oui, bah, qui auront la référence en fait de ce sujet. Ça peut être enfin ça va être des professionnels, ça peut être tout type de professionnels, donc ça peut être, des soignants, des éducateurs, des psychologues, qui vont connaître mieux ce sujet que les autres et qui vont agir au quotidien, qui vont pouvoir en fait, être les personnes qu'on ira voir, par exemple, si on a une question sur la vie intime, affective et sexuelle. Ça sera des relais, voilà, des personnes en fait qui seront, très, très bien formées sur ces sujets de l'intimité, de la vie affective et de la sexualité. Ces personnes, en fait, elles vont, aussi travailler avec des personnes à l'extérieur, par exemple avec des associations comme le planning familial ou avec des professionnels comme des sexologues. Parfois, les référents vont aussi animer des ateliers. Tout à l'heure, on en reparlera, ça c'est aussi une autre obligation, c'est d'informer et de sensibiliser au sujet de la sexualité. Et donc pour cela, il y a des ateliers pour les personnes qui vont être mis en place et donc les référents vont, animer notamment ces ateliers. Voilà, pour vous donner des exemples en fait, de choses qui vont être amenées à faire. Ils vont aider les autres professionnels sur ce sujet. Donc, par exemple, on demande en fait aux référents, parce que tous les professionnels devraient être formés à ce sujet de l'intimité, de la vie affective et de la sexualité, mais les référents auront des formations encore plus longues en fait que les autres, plus complètes. Et donc, s'il y a des sujets qui sont un petit peu difficiles, un peu délicats, eh bien, les référents pourront être contactés par leurs collègues pour les aider, mieux les accompagner à prendre des décisions. Ils vont aussi trouver des outils, des jeux, des brochures, se tenir au courant de ce qui existe sur ces sujets pour en parler plus facilement avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre aussi, en fait, Amélie? Eh bien, donc, il faut aussi former les professionnels parce que, justement, on l'a vu, c'est un sujet important qui se passe tous les jours pendant toute notre vie. Donc, ça va être important que les personnes qui nous accompagnent, qui s'occupent de nous, qui, d'une façon ou d'une autre, au quotidien, soient aussi formées pour peut-être entendre mieux les choses, mieux voir les choses, euh, mieux répondre aux questions quand il y en a et faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou pour les professionnels. Donc, les professionnels peuvent avoir peur de mal faire sur ce sujet ou de juger les personnes. C'est parce que c'est pas un sujet facile, on l'a dit.
eux aussi, en tant que professionnels, éducateurs, psychologues, infirmiers ou autres, ils ont besoin d'être aidés par rapport à ça. Les formations, justement, aident à faire en sorte qu'ils puissent être aidés, être plus à l'aise, mieux connaître le sujet pour mieux répondre aux situations dans leur travail, tout simplement. Alors, ça concerne tous les professionnels. Donc, on a vu les soignants, aides-soignants, tout ce qu'on veut, les éducateurs, les AES, les AMP, les surveillants de nuit, les secrétaires aussi, la direction, les gens qui gouvernent aussi le conseil d'administration. Pourquoi, en fait, c'est important de comprendre que tout le monde doit être au moins sensibilisé et formé à ces questions-là. Parce qu'en fait, informer sur ces questions, par rapport à ça, tout le monde dans un établissement ou un service a un rôle à jouer. Par exemple, s'il faut acheter du matériel, par exemple, si à un moment donné, il faut changer les lits et réfléchir à trouver des lits différents, ou si on doit réfléchir à construire de nouveaux locaux ou à faire des travaux dans les locaux, eh ben, il y a plein de personnes différentes qui vont avoir leur avis à donner et pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est important que le maximum de personnes puissent comprendre en fait de quoi il s'agit et pourquoi c'est important de réfléchir aussi à ces questions-là. Et il va y avoir aussi des boîtes à outils, en fait. Qu'est-ce qui est prévu? C'est une boîte à outils avec des ressources. Par exemple, ça va être important, tout à l'heure on parlait des lois, ça peut être aussi avec des guides pratiques, des livres. Il y aura aussi des procédures pour prévenir et pour éviter les violences sexuelles et de mettre en place des réunions, par exemple, pour que les professionnels puissent échanger pour partager et améliorer les situations qui peuvent être parfois difficiles. Donc il y a de la formation et il y a aussi des procédures, des outils qui doivent être mis en place et des espaces en fait pour échanger. On doit aussi informer les personnes accompagnées. Et cela, ça s'appelle comment? Ben, l'information et l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. On ne va pas uniquement former les professionnels, on doit aussi informer les personnes accompagnées. Et comment est-ce qu'on va le faire? Déjà, bah, ça va être toute personne accompagnée. C'est important de rappeler que tout le monde est concerné, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes, même si ce n'est pas les mêmes informations, puisqu'on va adapter l'éducation à la vie affective et sexuelle en fonction de l'âge des personnes, mais elles doivent être accompagnées, recevoir de l'information bah, sur les droits, voilà, à quoi j'ai le droit, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui notamment, sur les risques. Tout à l'heure, on vous a dit que c'était pas ça qu'on retenait, mais c'est important quand même d'en parler. Faut parler des risques, parce que les maladies, ça existe, hein, dans la sexualité. On va aussi parler des risques de violence, mais on va aussi, bien entendu, parler de choses plus positives, comme le plaisir, comme le désir, comme le bien-être. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, en fait, Amélie? Alors, ben, on l'a dit, il va y avoir des espaces adaptés qui doivent être mis en place. Donc, des endroits où les gens vont pouvoir discuter, avoir de l'information, échanger sur ce qu'ils pensent d'un sujet, voir un petit peu ce que les autres en pensent. Donc, des ateliers, des groupes de parole vont devoir être créés, mais pas n'importe comment. En fait, ça va être important justement que les gens qui vont faire ces groupes de parole soient bien aussi formés et préparés à le faire. Il va aussi y avoir des outils. Donc, tu le disais aussi, Sandrine, il y a des outils pour les professionnels, mais il y a aussi des outils pour les personnes accompagnées, des livres, des brochures, des vidéos, mais aussi concrètement pouvoir faciliter, par exemple, le fait d'avoir des préservatifs. Si on veut éviter d'avoir des maladies, c'est quand même absolument important et nécessaire, tout ce genre de choses. Donc, l'idée, ça va être de permettre aux personnes accompagnées d'avoir aussi concrètement des choses, de l'information, des endroits où réfléchir, où discuter, où parler, où se confier, mais aussi des choses concrètes. Parce que parler de ces sujets doit être possible dans les lieux ou avec des personnes à qui les personnes ont confiance, évidemment. C'est un sujet quand même particulier. Et on doit Et aussi informer les proches et les familles. Heu, voilà. il y a les professionnels qui sont concernés, il y a les personnes qui sont accompagnées, mais il y a aussi les proches et les familles qui ne sont pas oubliées. Parce qu'elles aussi, tout à l'heure on l'a dit, ça peut être tabou pour elles. Elles peuvent avoir des difficultés à accepter que, quand vous êtes, dans votre foyer par exemple, qu'il se passe des choses sur la sexualité et que ça peut faire peur parfois à certaines familles. Hem et donc elles ont besoin aussi d'avoir des informations. Elles doivent être aussi au courant des droits et de ce qui est proposé dans l'établissement. Ça va être important par exemple pour les établissements de dire: «Ben,
chez nous, il y a des ateliers pour parler librement de ces sujets de vie affective, d'émotions, de la vie sexuelle. Et comment est-ce qu'on va pouvoir leur en parler? Ben, ça peut être soit des espaces collectifs, on peut organiser des réunions, donc les établissements pourront proposer, par exemple, ce qu'on peut appeler des cafés des parents, ça existe, ou des rencontres en fait spécifiques pour les informer. Et ça peut être aussi lors d'un rendez-vous individuel, par exemple, où on parlera de la sexualité. On va jamais parler de votre sexualité, d'accord? On parlera pas de ce que vous vivez, on va pas dire des choses intimes, mais on va parler de la sexualité, en fait, en général. Par exemple, de rappeler, de dire aux parents, aux proches, voilà, de leur dire, ce sujet, en fait, c'est un sujet qui est important, qui ne doit plus être tabou et qui n'est pas tabou dans notre établissement. Donc, on va en parler parce que c'est un aspect central, justement, on l'a vu, de chaque être humain et que toute personne est concernée. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, on racontera jamais votre vie intime, on parlera de la santé sexuelle, de la sexualité en général et qu'il est important d'en parler. Alors, pour ça, en fait, il existe des outils, on a dit. Alors, le mot outil, il est à comprendre d'une façon, des choses qui vont nous servir, en fait, c'est ça. Donc, on le disait, il existe des brochures, il y a des choses qui sont gratuites, qu'on peut récupérer dans différents endroits. Il y a aussi des choses qui sont payantes, des choses différentes par rapport à ça. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe des choses. Il y a quelques années de ça, on ne va pas se mentir, il existait très peu de choses. On n'avait pas beaucoup de choses non plus à proposer. Ce qui se passe aussi maintenant, puisque tout le monde a compris que c'était quelque chose d'important, qu'il nous fallait changer notre façon de voir les choses en tant que professionnels, etc. Donc maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des choses adaptées pour venir donner de l'information simplifiée, illustré avec des dessins compréhensibles ou aussi ben, voilà, des petites brochures, des petits livrets, si vous en avez différentes, il en existe de plus en plus. Et là aussi, l'idée, ça va être que soit que vous soyez directement concerné, soit que vous soyez des familles, soit que vous soyez des professionnels, ça va être important de comprendre qu'actuellement, et de plus en plus à l'avenir, il existe des choses pour nous aider aussi à trouver les mots justes, à trouver les informations justes parce que ben, sans ça, on peut se sentir un peu en difficulté. C'est aussi très rassurant parfois d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer ou de donner en fait un formulaire, un outil qui a été pensé par des professionnels où on sait que justement, ben voilà, l'information sera donnée si on est un peu trop gêné pour directement en parler nous-mêmes. Donc voilà, l'idée, ça va être de se dire que actuellement, nous sommes dans une de grands changements par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va être important aussi, de retenir? C'est que chaque personne est différente. Donc il y a un grand texte qui va parler de l'intimité et de la sexualité, mais c'est important de redire que, ben, on est tous différents par rapport à la sexualité et donc ça va être important d'adapter l'accompagnement. Bah, l'accompagnement, il sera adapté en fonction des souhaits, des besoins, des parcours de vie, de l'âge, parfois du handicap de la personne. Pour vous donner un exemple, parfois on peut être à l'aise pour, partager, des choses sur la sexualité dans des ateliers, dans des groupes. On a envie d'en parler même avec d'autres personnes, et puis à d'autres moments, on se dit: «Ah non, moi je suis pas du tout à l'aise, l'intimité c'est quand même encore tabou pour moi, je préfère en fait en parler lors d'entretiens individuels». Donc ça sera important de respecter en fait et de respecter le rythme, de respecter les besoins et les souhaits de chacun et de ne pas forcer. Donc certains aussi et puis d'adapter, les supports. Il y a des personnes qui vont préférer avoir de l'information dans des vidéos, d'autres ça sera dans des livres, voilà. Ça chez chacun est différent. Il y en a, quand on aborde le sujet de la sexualité, qui aiment voir vraiment des images avec des photos pour que ça soit le plus concret possible, presque le plus réaliste et d'autres qui disent: «Bah non, moi je préfère voir des dessins parce que ça me choque en fait, de voir, la sexualité sur des photos». Donc on adapte aussi bien sûr, les supports et puis eh bien, il y en a qui vont vouloir parler d'amour et d'autres qui auront des questions sexuelles plus précises et ça, c'est OK aussi. D'accord? On peut dire, bah, faire l'amour, ça peut être, on se fait des bisous, on se fait des câlins et c'est OK, c'est ça dont j'ai envie de parler. Et puis pour d'autres personnes, ça va être de poser des questions sur des pratiques sexuelles. Eh bien, chacun a son rythme, peu importe son âge ou son handicap, on a chacun notre rythme et ça, c'est valable pour tout le monde. Et c'est important de respecter.
Alors, on en revient que ce n'est pas un sujet facile. Et donc, il sera important que dans les établissements, on ne parle pas que des risques. Donc ça, on y revient. C'est très important. C'est pas parce qu'on va ouvrir la porte pour ce sujet qu'il va falloir qu'on dise, OK, vous avez le droit, mais attention, vous risquez d'avoir un enfant si vous n'en avez pas envie. Vous risquez d'avoir une maladie que personne n'a jamais envie. Vous risquez de vivre des choses désagréables que personne n'a envie non plus. Donc l'idée, c'est très important, il faudra bien y revenir dessus. Parler du sujet, oui, mais parler du sujet dans son ensemble. Parler des choses qui peuvent être désagréables, d'accord, mais pas que ça. Ça va être aussi parler de l'ensemble et de tout ce que ça peut apporter aussi d'agréable pour les personnes. Et donc, même si on a chacun nos idées, notre avis par rapport à ça, nos habitudes, nos valeurs, les autres peuvent ne pas penser comme nous. Et ça aussi, c'est important de le respecter. C'est une autre façon, en fait, de venir aborder le sujet, d'être tolérant par rapport à des personnes qui n'auront pas la même façon de voir les choses que nous. Tant qu'on nous impose rien, tant qu'on n'oblige à rien, ben, tout va bien, en fait. On est quand même dans un pays libre où, en fait, on peut vivre et penser les choses de façon différentes. Et ça, c'est très important de le savoir et de le conserver. Donc la sexualité, c'est aussi quelque chose qui peut se vivre tout seul. On n'est pas obligé non plus de le vivre avec quelqu'un. Et c'est pas parce que c'est pas mieux ou moins bien d'avoir un partenaire, d'être en couple. Des fois, on peut être tout seul et être très bien comme ça, et d'ailleurs se donner aussi du plaisir comme ça, tout seul. Donc là aussi, ça va être intéressant qu'on se regarde réfléchir par rapport à ça. Il n'y a pas une façon de faire ou de vivre qui est mieux qu'une autre. Ça va être celle qui va correspondre à chacun d'entre nous. Donc, peut se vivre seul. On ne va pas parler, on ne va pas parler que des relations sexuelles, on va aussi parler de plein d'autres sujets. Et aussi, par exemple, la masturbation, c'est un mot dont on n'entend pas souvent parler et peut-être un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est aussi la façon que chaque personne peut avoir de se donner du plaisir tout seul dans son espace privé et qui convient aux personnes qui le font, sans obligation, évidemment. Et puis quand on parle de sexualité, malheureusement, en fait, il y a aussi des violences et on le sait, voilà, malheureusement, il y a pu y avoir des violences dans les établissements et ça va être important d'en parler parce que ce sujet-là, il est aussi tabou. Donc, qu'est-ce qui va être très important? Eh bien, c'est tout ce qui est autour de l'apprentissage du consentement. Vous voyez, on l'a mis, c'est quelque chose de très, très, très important. Et que cette question du consentement, elle ne s'apprend pas que sur la sexualité, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'autodétermination. C'est vraiment très important d'apprendre en fait autour du consentement, de pouvoir apprendre aussi bah, à vraiment dire non ou dire oui, mais en tout cas de le ressentir, de le penser, d'oser en tout cas l'exprimer. Ça va être essentiel et c'est tout un accompagnement qui sera fait dans les ateliers, dans les accompagnements individuels. Donc ça va être très important de parler de ce sujet. Pour... Voilà. Donc, c'était le dernier slide. Alors, on a bientôt terminé. Voilà. Ensuite, on va passer aux questions et aux réponses. Si jamais vous avez envie d'aller d'en savoir plus, sachez que ces documents qu'on a essayé de vous transcrire de la manière, on espère, la plus simple possible, c'est que vous pouvez aussi télécharger ces textes. Ils sont accessibles, ils sont gratuits. Il faut aller sur le site de la Haute Autorité de Santé et vous avez en fait ce qu'on appelle ça s'appelle le volet 1 avec les recommandations. Et il y a un texte un petit peu plus court qui s'appelle les points clés aussi. Et puis, si vous aimez les vidéos, en plus de notre intervention aujourd'hui, cette vidéo elle est un petit peu différente. Et vous voyez, il y a notre autre collègue Alexia. On avait enregistré au mois de mai dernier une vidéo qui s'appelle la RBPP sur canapé. Donc, bah, on s'est assis sur un canapé, hein, très clairement, et on a Tout enregistré simplement. une vidéo voilà, pour parler de ce sujet où on évoque aussi cette recommandation de bonne pratique avec des illustrations concrètes de ce que l'on fait aussi dans les établissements. Voilà, c'est peut-être plus une vidéo pour les professionnels, mais franchement, voilà, si vous avez plaisir à la regarder, elle est vraiment pour tout le monde. Alors, du coup, on va vous remercier vraiment chaleureusement pour toute l'attention que vous avez eue pendant tout le temps qu'on a parlé. On est bavarde. Moi, il faut dire qu'on avait beaucoup de choses aussi à vous dire. Maintenant, l'idée pour nous, c'est d'être à votre disposition
pour répondre à des questions, pour entendre vos réactions, vos commentaires. Et donc, on a du temps pour ça, où on peut répondre à tout ce dont vous avez besoin. Voilà, Nassima, peut-être qu'il y a des choses dans le chat, tu nous avais dit. On est tout à vous. Alors, je pense que tout le monde a été très concentré. Donc, il y a une question sur le chat. Déjà, on vous remercie. Merci pour toutes ces informations qui étaient très claires. Et est-ce qu'il y a des exemples, je vais y arriver, d'outils plus concrets pour les professionnels? Livres, vidéos, jeux? Sandrine, tu réponds, je réponds, comment Je peux faire? répondre et puis tu compléteras. Oui, Vas-y. alors on n'a pas pu tout mettre en fait en termes d'outils. D'ailleurs, vous avez peut-être vu une petite ligne, venez nous voir sur notre stand parce que c'est vrai qu'on a fait cette présentation lors du salon Amour et Handicap. Mais la liste des outils, elle est très très fournie. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous en formation. Parce qu'on n'a peut-être pas trop dit, on n'a pas raconté toute notre vie, mais comme on vous a dit qu'on était formatrice en vie affective et sexuelle, lorsqu'on forme en fait les professionnels, on fait des formations assez longues, entre guillemets, hein, entre 4 et 6 jours, et on va donner en fait tous ces outils et on va bien sûr adapter les outils qu'on donne aux professionnels en fonction des publics accueillis. Si vous accompagnez des enfants et des ados, si vous accompagnez, voilà, si vous avez besoin d'outils en termes de CAA par exemple, si vous, voilà, on va exposer un peu tous les outils qui existent. Nous, ce qu'on recommande aux professionnels, c'est quelques outils qui peuvent être des outils, ce qu'on appelle de vulgarisation, d'outils un peu génériques sur la vie affective et sexuelle. Par exemple, il y a des super bouquins d'une personne qui s'appelle Charline Vermont, qui a écrit sur corps, amour et sexualité, qui a fait deux ouvrages, un pour les enfants et les ados, puis un pour les adultes. Ils sont super chouettes en fait pour se former en tout cas s'informer en tant que professionnel. Et puis après, on a aussi plein d'outils qui peuvent être des jeux, des cartes, voilà, des outils aussi à destination des personnes qu'on accompagne. Mais ça, c'est important de les présenter en vrai, j'allais dire, et puis de pouvoir les expérimenter avant de les utiliser. Tu veux compléter peut-être, Amélie? Oui, non, tu as dit ça. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, il y a une multiplication tous les jours, quasiment. Il y a de plus en plus de choses qui existent par rapport à ça. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est moins tout seul, on part moins de rien du tout. Et il y a de plus en plus de propositions d'outils pour des publics différents, enfants, adultes, etc., qui vont parler de sujets plus ou moins précis aussi, qui vont aborder plus sous l'angle du jeu ou l'angle un peu plus sérieux. Mais peut-être ce qu'on peut vous dire, et dans l'image qu'on avait mis dans la présentation, c'est par exemple les santé BD. On peut quand même vous citer ça, puisque les santé BD, c'est des ressources que vous pouvez trouver gratuitement sur un site qui est quand même maintenant assez connu, mais qui, c'est important que le plus de monde possible puisse le connaître. Vous tapez santé BD sur Internet et vous aurez, entre autres, certaines informations gratuites sur plein de sujets de la santé en général et plus précisément sur certains accompagnements précis qui vont concerner la santé sexuelle. Donc, par exemple, les consultations gynécologiques, par exemple, la mammographie, par exemple, ce genre de choses, mais aussi ce qui va concerner les relations, comme l'amour, l'amitié, voilà, ce genre de choses, la puberté. Donc ça, on peut vous le citer, on vous l'a montré dans la présentation parce qu'ils sont connus, mais il n'y a pas que ceci, en fait, il y en a plein d'autres. Il faudrait quasiment refaire un temps exprès pour parler que de tout ça. Donc, retenez qu'il existe effectivement des choses. Alors du coup, sur le chat, il y a d'autres questions qui arrivent. Par rapport aux outils, si vous me permettez, je rajouterais que dans chaque région, il y a les centres Intimagir qui sont aussi des lieux ressources pour pouvoir être orientés non seulement vers des professionnels, etc., mais aussi vers des ressources documentaires, vidéos, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Ces centres Intimagir existent dans toutes les régions. Donc, et vous pouvez les contacter, directement les professionnels, soit les personnes concernées, voilà, soit les familles. Et donc, vous pourrez aussi trouver des réponses auprès des centres ressources Intimagir. Et sur leur site internet, ils ont tous un Tout site à fait. internet où Mm, vous pouvez aller chercher effectivement des choses. voilà. Alors, il y a une question.
Nous accompagnons un couple en situation de handicap désireux d'avoir un enfant en passant par la PMA. Est-ce que le psychiatre du CMP où est suivi le monsieur en question est en droit de remettre en question leur désir d'être parents et de convoquer le service médical qui suit le couple pour une PMA? Et comment accompagner ce couple dans cette démarche? Alors, il y a 2 questions. Alors, Sandrine, est-ce que tu veux répondre? Parce que c'est une question hautement technique qui relève quasi du juridique là. Est-ce que tu veux commencer à répondre? Peut-être Comment... commencer. Après, on ne connaît pas la. Alors, c'est toujours compliqué Hmm. de répondre à des questions très précises parce qu'on a aussi un positionnement éthique. Il n'y a pas. Peut-être c'est important de le dire que sur le sujet de la sexualité, on n'a pas une boîte à outils magique et qu'il n'y a pas toujours une bonne réponse, mais il y a la réponse juste. C'est-à-dire, il faut avoir une réponse juste. C'est quand même important de bien comprendre. Moi, comme ça, hein, ce que j'entends de la situation, je le dis à chaud, c'est comment, enfin, un désir d'enfant, ça se respecte quand même. La priorité, c'est de respecter quand il y a un désir d'enfant. Ça fait partie des droits sexuels humains, d'accord? Chaque personne a le droit de décider d'avoir des enfants, de souhaiter, d'exprimer en tout cas ce désir. Après, il peut y avoir parfois des empêchements à avoir en fait un enfant, mais peut-être ça peut être, je ne sais pas si des personnes ont des handicaps en fait moteurs qui, par exemple, ça mettrait à mal la mère, par exemple, lors d'un accouchement et qu'elle mettrait sa vie en danger. Il peut y avoir voilà, des petits warnings en fait qui s'allument en se disant attention parce qu'on met la personne, on peut mettre une personne en fait en danger. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça à se poser. Je suis étonnée que ça soit le psychiatre. Parce que là, pour moi, ça serait plutôt un médecin, un gynécologue, enfin voilà, gynécologue obstétricien, qui aurait à se positionner en fait sur cette question-là. J'essaye de comprendre l'avis du psychiatre par rapport à ça. Euh, voilà, je fais attention à ne pas tout psychiatriser non plus. Je trouve ça assez délicat en fait dans ce type de situation. Aujourd'hui, on est quand même sur la question de la parentalité, du désir d'enfant et de la parentalité. Moi, ça me semble essentiel d'en parler. Là, on vous a présenté en fait la recommandation de bonne pratique qui parlait de la vie intime, affective et sexuelle. Il n'y a pas encore de recommandation sur désir d'enfant et parentalité. Ce n'est pas abordé dans ce texte, donc c'est pour ça qu'on l'a un peu mis de côté. Mais il faut savoir que c'est une question quand même qui est essentielle aussi pour nous, qu'on a envie d'accompagner davantage les personnes parce que c'est un sujet sur lequel c'est tabou plus plus en fait. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui en fait le sujet de l'expression du désir d'enfant et de la parentalité pour les personnes qui ont un handicap, il est quand même très maltraité et malmené. On va dire qu'on n'est pas hyper bien traitant, je pense, sur ce sujet. Il y a des dispositifs qui se mettent en place. Nassima, vous rappelez les centres ressources Intimagir, mais il y a ces dispositifs qui s'appellent aussi Cap Parents. Moi, je trouvais ça intéressant, en fait, dans la région dans laquelle vous êtes. Si je peux donner comme ça un conseil, c'est peut-être de contacter les personnes qui ont en charge le dispositif et de voir si vous pourriez être voilà, accompagné, avoir aussi, voilà, de pouvoir évoquer en tout cas cette problématique avec une personne en fait du dispositif Cap Parents. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, Amélie, sur ce sujet. Je pense que là, c'est vraiment important sur les situations individuelles. Je pense que c'est nécessaire pour nous d'être prudentes, en fait, parce qu'il y a sans doute des éléments de contexte à connaître. Je pense que, effectivement, comme le dit Sandrine, le dispositif Cap Parent est le mieux indiqué, qui, en fait, est là pour accompagner les personnes concernées par une forme de handicap, quel qu'il soit, depuis le désir d'enfant, c'est là que c'est très important, jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc, vraiment, on va plutôt vous orienter vers ce type de dispositif. Et après, la question du désir d'enfant, Sandrine l'a aussi très bien rappelé, elle ne fait pas partie du document qu'on vous a présenté. C'est comme si c'était un autre sujet, désir d'enfant et parentalité. C'est pas écrit dans ce document-là, mais on voit bien qu'il y a un lien entre sexualité, désir d'enfant, avoir un enfant, il y a un lien. Ce qui va être important aussi, c'est d'accompagner les personnes dans ce qu'on appelle l'autodétermination. Décidément, ce mot, il revient souvent. Ça veut dire que oui, il y a des droits et des libertés pour toute personne et le fait d'avoir un enfant, ça fait partie des droits et des libertés fondamentales. L'autodétermination, ça consiste à bien comprendre qu'est-ce qu'implique mon envie, par exemple ici avoir un enfant, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut savoir et pouvoir faire, accompagner pour être bien au clair avec qu'est-ce que ça veut dire dans ma situation de m'inscrire dans ce type de projet. Donc, quoi qu'il arrive, moi je dirais 4 parents, effectivement, ça va être un relais important pour vous pour cette question-là. Et du coup, vous avez répondu à une autre question, parce qu'il y avait une question sur le chat d'une personne
en situation de handicap et justement qui disait si vous connaissiez des personnes qui avaient des troubles bipolaires, donc a priori, euh, c'est la situation que connaît cette personne et elle a un désir d'enfant, mais elle a beaucoup de craintes, beaucoup de questions, à savoir si elle pourra mener à bien ce projet. Donc, vous y avez répondu. Cap Parents est peut-être le dispositif le mieux placé pour accompagner, pour l'accompagner. Assurément, parce Mm. que le handicap est une particularité qu'il faut aussi accompagner dans cette question du désir d'enfant et de la parentalité. Donc, ce sera le dispositif vraiment le plus adapté pour répondre précisément à cette personne, voir quelles sont ses questions, comment aussi elle peut être accompagnée, parce que les personnes peuvent être accompagnées dans leur parentalité. Voilà, aussi. Alors, ok, on continue avec les questions parce que du coup, bon, ben, elles se mettent au fur et à mesure. Donc, peut-être très rapidement, le document que vous avez partagé, on demande si on pourra le télécharger pour le conserver, le document que vous avez On va en faire un présenté. document spécifique. Bah, merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai qu'on voulait le dire en conclusion. On va peut-être pas diffuser exactement ce support qui est un support PowerPoint avec des slides qui étaient bien pratiques, on va dire, pour le diffuser ici. On va préparer en fait un document, voilà, à peu près la même chose, mais sous un autre format. Et on proposera de te l'envoyer, Nassima, pour que tu puisses le rediffuser aux personnes ayant participé. Dans Tout à quelques fait. jours, hein, faut attendre, faut juste être. Oui, tout à fait. L'idée, Ben, du l'idée, coup, j'ai l'adresse de tout le monde, l'adresse mail de tout le monde. Voilà, l'idée c'est de comprendre, ce sera juste la forme qui va changer, ça sera sous forme A4 avec les mêmes choses, les illustrations aussi, mais ça circulera plus simplement sous ce format-là. Ok, très bien. Alors, il y a une autre question, je pense que la réponse, elle va être rapide aussi. Est-ce que tout ce que vous avez présenté sur ces recommandations, est-ce qu'il y a un délai pour les mettre en place dans les structures? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que là, on est au-devant de quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté n'est pas amenée à avoir de fin. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une nouvelle logique. La place de ces questions-là va être nouvelle dans les établissements. Et en fait, l'idée aussi dans le fait d'écrire dans tous les documents et tout ça, c'est justement fait pour que ces sujets et ces accompagnements s'inscrivent à partir de maintenant et pour toujours dans les accompagnements du quotidien, des accompagnements éducatifs, de soins, etc., du quotidien. Donc, il n'est pas vraiment marqué de date, délai pour mettre en place les choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les établissements n'ont pas le choix. On leur demande très précisément de mettre en place, de se mettre en réflexion, de commencer en fait à réfléchir à ce genre de choses, parce que quand après ils seront contrôlés par les évaluateurs externes, eh ben, les évaluateurs vont poser des questions de plus en plus précises pour savoir qu'est-ce qui se fait précisément, qui est-ce qui a été formé avec les preuves des formations? Comment sont les locaux? Et ils vont questionner aussi les personnes accompagnées pour savoir comment ça se vit pour eux. Donc, en fait, même s'il n'y a pas de délai, on va dire que le top départ est lancé et qu'à partir de maintenant, ce qui est vraiment demandé, c'est qu'il y ait des choses concrètes, se mettre en place, une réflexion concrète, se mettre en place dans les équipes et auprès des personnes concernées. Ça n'est pas une option. Ça n'est pas une option parce que là, on a parlé du document de la Haute Autorité de Santé. Il y a un autre document dont on n'a pas parlé qui est la circulaire 5 juillet 2021, qui est très claire, très précise, qui rappelle, donc là, elle rappelle aux directions des établissements et des services médico-sociaux leur devoir de mettre en place des choses concrètes par rapport à ça. Donc, c'est le début de quelque chose qui n'aura pas de fin. Sandrine, est-ce que tu veux compléter peut-être ce que j'ai dit par rapport à ça? Oui, bah, juste un fait concret, c'est que les évaluations avaient commencé dans les MAS, dans les maisons d'accueil spécialisées, et que cette question, elle a déjà été en effet posée, ça a été regardé. Donc voilà, après, tout dépend aussi des évaluateurs, mais sachez quand il y a un contrôle, une évaluation externe, si la vôtre est prévue bientôt, vous avez tout intérêt à avoir mis quelque chose en place sur ces sujets, avec les exemples que vous donnez, Amélie. D'accord? Donc il y a pas, on attend que vous soyez prêts ou on attend le 1er janvier 2028. Non, c'est maintenant en fait. Voilà.
OK, je passe à la question suivante. Alors, c'est Oui. une question qui est très précise, hein, d'une situation, dans un ESMS, dans un établissement, pardon. Donc, dans un établissement type IME, donc avec des mineurs, la direction, suite à une enquête, heu, pour une agression sexuelle, peut-elle interdire aux jeunes, d'inviter quelqu'un dans leur chambre en internat? Est-ce que c'est possible ça? Si je Non. comprends bien, il y À a à eu, quel il y a eu des, alors, soit avérés, soit pas, je ne sais pas, mais, c'est pas précisé, mais donc, il y a quelque chose autour d'une agression, de violence sexuelle Mmh. et donc la direction, interdit aux jeunes de recevoir, des personnes dans leur chambre. Est-ce que c'est possible? Aux jeunes au pluriel, ce qu'on comprend en fait, c'est qu'il y a Oui, eu une situation, une affaire de violence sexuelle qui est évidemment à prendre, très au sérieux, hein, on ne prend pas ça évidemment à la légère, mais qui impliquerait en fait, qu'on en fait, on serre les robinets, c'est je vais appeler ça comme ça. c'est Oups, ce on que a je comprends. Oui, voilà. Non, on ne peut pas venir restreindre en fait, les droits. On doit tout mettre en place pour évidemment, enfin, accompagner bien sûr, l'affaire de violence sexuelle, mais et peut-être que ça, peut-être que c'est venu en fait mettre aussi à jour qu'il manquait peut-être de procédures, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, justement pour, éviter que ça recommence ou comment est-ce qu'on doit agir? Parce qu'on en a eu à accompagner des affaires comme celle-ci où, tout de suite, on prévient les parents sont prévenus, il y a tout de suite, il y a des dépôts de plainte, c'est compliqué, hein, on le sait très bien, on comprend que c'est compliqué dans les établissements, de gérer ce type d'affaires et qu'on se dit: «Bah, on va tout fermer comme ça, on s'assurera que, il y aura plus de vie affective et sexuelle». Déjà, ça sert à rien parce que vous pouvez mettre tous les interdits que vous voulez, il y aura quand même de la sexualité. Sauf qu'en plus, elle se verra moins donc si et puis on n'a pas le droit de restreindre des droits, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce texte. Ce texte, il est valable pour tout le monde, d'accord? Et il est valable aussi dans les IME. Voilà, on ne peut pas en fait interdire, se mettre à interdire en fait les relations. Par contre, ce qui est évidemment fortement recommandé, ça va être de mettre en place, des ateliers pour parler de ces sujets, des ateliers dans l'apprentissage du consentement, des relations sexuelles, voilà. Enfin, il ne peut pas éviter en fait ce sujet, il faut au contraire, en parler encore plus finalement. Voilà, moi, pour compléter ce que tu dis, Sandrine, je dirais qu'effectivement, ça peut paraître une réponse qui suit une certaine logique, avec la croyance qu'en interdisant, on protégerait. On sait bien que dans l'histoire, pendant très longtemps, c'était écrit en toutes lettres dans les règlements de fonctionnement que la sexualité était interdite dans les établissements. Donc, ça a deux problèmes. C'est que, un, ben, ça faisait que la sexualité avait quand même lieu, comme le disait Sandrine, dans des mauvaises conditions qui pouvaient justement augmenter, j'ai envie de dire, les risques quasiment. Donc, elle suit une logique, cette réponse, mais par contre, ce qui est important, c'est ce que disait Sandrine, effectivement, c'est de venir en fait faire un travail de fond. En fait, la clé, elle va être là, c'est de faire un travail de fond qui va demander du temps, parce qu'il y a toute cette mise en route pour outiller tous les jeunes, tous les professionnels, tous les éducateurs à apprendre en fait qu'est-ce que c'est que le consentement, apprendre à se défendre, apprendre à faire qu'il y a effectivement des espaces qui sont différents. Le couloir, le salon, c'est pas la chambre. On rentre pas dans ma chambre comme n'importe comment. Et donc, aussi apprendre les jeunes, puisque là, il est question d'IME, que même en étant jeune, même en étant petit, ils ont le droit de dire non. Ils ont le droit de refuser certaines choses en mesure d'autoprotection, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez bien que là, on rentre dans quelque chose qui demande un travail vraiment beaucoup plus conséquent, un travail de fond, mais ça va être ce travail-là, effectivement, qui va être payant sur la durée, en assurant à la fois les droits et en outillant, en permettant et aux professionnels et aux jeunes accompagnés ben, d'être encore plus armés, c'est le mot qui me vient, pour se défendre et éviter les situations justement de violence. Mais là, on est face à un sujet complexe, difficile, pour lequel en fait il y a besoin d'accompagnement à différents niveaux. Et donc, ben, voilà, ça demande un travail vraiment de fond à plusieurs niveaux, effectivement. Peut-être, si je peux me permettre de rajouter aussi, c'est que là, on est dans une situation où vous évoquez l'IME. Après, les personnes, quand elles vont partir dans d'autres établissements pour adultes, si c'est pas fait à ce moment-là, Oui. eh bien, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ils vont arriver dans un autre établissement avec des adultes plus âgés en fait qu'eux. Voilà, on est avec qui il n'y aura pas d'interdit de fixer et donc ils vont se retrouver en difficulté parce que tous ces apprentissages, ben, ils n'auront pas pu être faits et ils auront vécu avec un interdit.
Donc ça sera de toute façon, ce n'est pas les servir que de mettre en place ces interdits. Au contraire, en fait, bien au contraire, ça va rendre aussi les choses beaucoup plus compliquées pour la suite. Alors, j'ai une question alors qui parle des cartes de jeu, dont vous avez parlé. Est-ce qu'il est possible de se procurer les cartes de jeu pour parler sexualité? C'est pas précisé de quelle, carte, donc il s'agit d'un outil, d'un support, j'imagine, alors je ne sais plus. Carte de jeu pour parler de sexualité, qu'est-ce que tu en Oui, penses, Sandrine? Bah, Parce je qu'on il y a bah, en fait, on a cité les cartes, mais c'est pour dire qu'il y avait des supports très différents. Ça peut voilà. être des supports type, un jeu, comme un jeu de loi, si vous voulez, ou des jeux de cartes. Voilà, il y en a plusieurs. Nous, il y a le jeu de notre collègue qui s'appelle Alexia, qui a créé un jeu qui s'appelle S'expliquons-nous. Mais il y en a d'autres après. Voilà, après, bon, c'est très variable en fait. C'est juste que les cartes peuvent être un très bon support. On a aussi des cartes pour parler des émotions, par exemple, ou de ce qu'on peut ressentir, des sensations ou des besoins. Voilà, tout dépend en fait. L'idée, c'est pas le support, c'est d'abord de trouver de quoi en fait on a envie de parler et ensuite de trouver le support qui soit le plus adapté pour parler de ce sujet. Et le jeu de cartes aussi, c'est du cul, oui, tout à fait. Après, le jeu de cartes, c'est du cul. On aime bien, mais pas forcément approprié avec tous les publics. Il est un petit peu compliqué. Voilà, je vois juste dans le chat, c'est du cul. Heu, effectivement, ça fait partie des outils, voilà, qui peuvent être utilisés, mais il faut se l'approprier pour l'animation aussi, Tout tout à fait simplement. et encore une fois, les sites internet ou, Intimagir sont des super Mine. ressources aussi, heu qui partagent aussi des outils, gratuits. Parce que c'est vrai qu'après, voilà, pour avoir, des outils c'est du cul par exemple, c'est un outil payant donc c'est encore d'autres, problématiques quelquefois dans les ESMS, mais il y en a plein, qui existent et puis je pense qu'on peut même aussi s'amuser à en inventer, avec Ouais, les personnes ça, concernées. Ça peut être un super, de super, ateliers aussi. absolument, Voilà. absolument. On arrive à la fin des il n'y a pas d'autres questions, donc sur le chat, si n'hésitez pas, hein, si vous avez quelques petites dernières questions, il nous reste encore quelques minutes. Mais là, en tout cas, pour le moment, il n'y a plus rien. Moi, j'avais juste une chose, parce que tout à l'heure, dans votre présentation, vous parliez, du fait que, ces recommandations de bonnes pratiques et donc cet accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle et tout ce que le champ que ça implique. Ça concerne toutes les personnes, accompagnées, quel que soit l'âge, enfants, ados, adultes et cetera et alors, j'ai beaucoup ce type de questions aussi, mais par ailleurs, est-ce que ça concerne toutes les personnes en situation de handicap? Tous les types de handicap, y compris, les personnes qui ont un handicap, important, avec beaucoup de dépendance, qui n'ont pas l'oralité, qui ne peuvent pas s'exprimer, et cetera. Est-ce que toutes ces recommandations s'adressent à tout le monde, y compris La d'autres réponse est claire, nette, simple. Les recommandations s'adressent à tout le monde. Il n'y a pas de plus ou moins handicap, il n'y a pas de oui, mais certains et pas d'autres. Tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Merci Nassima peut-être de nous reposer la question. C'est vraiment très, très important qu'on ait tout ça en tête parce qu'on pourrait se dire oui, mais nous, on travaille dans une masse où les personnes en situation de polyhandicap, bon, on voit pas trop ce qu'elles pourraient avoir envie, etc. Ben, en fait, ben, déjà, c'est des êtres humains avec des droits euh, et des libertés d'être humain. Elles ont droit aussi à une vie privée, elles ont droit à avoir une intimité. Et peut-être que la question de l'intimité pour les personnes en situation de polyhandicap, elle se joue particulièrement et c'est une question à réfléchir particulièrement en équipe. Donc, merci pour ta question, Nassima. Ça permet de clarifier ça. Ça concerne strictement tout le monde, tout type de handicap, que le handicap dure toute la vie, qui dure pas toute la vie, qui soit très important, moins important, que ce soit un handicap physique, que ce soit un handicap psychique, que ce soit un handicap mental, sensoriel, tout ce que vous voulez. Ça concerne vraiment toutes les personnes avec une forme de handicap, quel que soit l'âge, plus toutes les autres personnes qu'on a dit aussi. Protection de l'enfance, réinsertion sociale, personnes hospitalisées ou accompagnées d'un service de psychiatrie, et aussi personnes qui vivent en EHPAD, en maison de retraite. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tout ce qu'on a dit concerne tous
les endroits où peuvent vivre ou être accompagnées les personnes qu'on vient de citer. C'est à nous d'adapter après les outils, aussi aux personnes, en fait, d'accord? C'est pas aux personnes de s'adapter, c'est à nous, en fait, à nous, enfin, à tous les personnes qui interviennent, qui créent des outils, qui créent des jeux, qui créent des formations, d'adapter, en fait, les outils pour que ça soit le plus, ouais, que ça soit adapté, en fait, aux personnes et au handicap. Alors, j'ai une dernière question, enfin une dernière, j'ai une question qui vient d'arriver. Alors donc c'est une professionnelle aide-soignante, jeune diplômée monitrice éducatrice qui travaille, en EANM, donc en déplié. C'est quoi déjà comme, EANM, Voilà, établissement. non médicalisé? médicalisé, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc une bénéficiaire, de cet établissement demande de l'accompagner à acheter des sextoys, mais ne souhaite pas passer par quelqu'un d'autre qu'elle, si je comprends bien, ni le coordinateur de projet, ni l'infirmière, ni le psychologue, etc. Et elle demande, est-ce qu'elle peut le faire? Et est-ce que, sans que ça pose problème son positionnement auprès de ses collègues de travail? Alors, la recommandation, enfin, tu veux commencer? Je compléterai, enfin, vas-y, c'est... Comme tu veux, peu importe. Bah, Bon, oui, oui, la vas-y, recommandation de bonne vas-y, pratique, vas-y. on veut s'appuyer sur le droit. La recommandation de bonne pratique, elle dit bien que tous les professionnels, en fait, peuvent être concernés par cette thématique. C'est parce qu'en fait, on se pose beaucoup de questions sur la sexualité, mais est-ce qu'on se poserait la même question? Il faudrait voir si elle se poserait la même question si c'était on va acheter un t-shirt, enfin, par exemple, ou j'ai envie de manger telle chose. Vous voyez, c'est que tout de suite, ça devient un sujet tabou. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison de s'y opposer. En plus, par contre, après, il faut que la professionnelle, dans le cadre de ses missions, de ses tâches, de sa fiche de poste, ça soit OK, qu'elle puisse, voilà, je sais pas, se déplacer et accompagner la personne. Mais je pense que c'est important que si elle a besoin d'une validation pour cette sortie, qu'elle le fasse faire et qu'elle explique en fait que si la personne accompagnée lui a demandé, c'est qu'il y a vraiment une relation de confiance et c'est hyper important de l'entendre en fait, c'est qu'il y a cette relation de confiance. D'accord? Si c'est envers elle que la personne a demandé, c'est bien qu'il y a un lien qui est essentiel, voilà, sur ce sujet-là. Voilà, moi je voulais insister sur ce point. Effectivement, merci Sandrine de l'avoir dit. Et puis on en revient à la question de l'autodétermination. Si la personne signifie précisément, c'est quand même pas neutre comme moment, en fait, c'est un moment intime, l'achat de ce type d'objet. Donc, il me semble que le minimum qu'on doive à cette personne, c'est de respecter justement la confiance qu'elle fait dans cette personne pour, ben voilà, aller explorer et aller essayer ce type d'achat. Donc, comme le disait Sandrine, une fois qu'on a levé toutes les questions au niveau d'organisation, droit de travail, etc., des sorties, ben voilà, on est typiquement là sur les sujets justement de droit où la personne peut arriver à préciser ce genre de choses. Et c'est important qu'en tant qu'institution, on soit à l'écoute de ça et qu'on ne dise pas, ah ben non, c'est pas elle à le faire, ta référente, c'est Carole, donc tu iras avec Carole. Là, on est en dehors précisément de tout ce qu'on vient d'expliquer depuis ce matin. Et c'est important de trouver un délai, je vais l'appeler raisonnable, ce délai pour lui répondre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait ce type de demande, bon, c'est difficile de répondre comme ça du jour au lendemain, on sait bien que ça s'organise, mais s'il vous plaît, on évite de mettre des délais, ah ben on verra ça le mois prochain, faut attendre une validation, ça sera dans, et puis ça se fait dans 6 mois, et ça, c'est pas très correct par rapport en fait à la demande de la personne. Vous voyez, c'est quand même important aussi de se dire que faut pas non plus qu'il y ait des freins en fait, parce que parfois ces freins, ça peut être aussi lié à des tabous. Par exemple, on va dire, ah oui, mais c'est pas dans ta fiche de poste. Et puis, ah, bah voilà, et puis on freine, alors que l'important, c'est quand même, on dit toujours, hein, c'est depuis 2002, la personne accompagnée est au centre. Donc, mettre une personne au centre, c'est rappeler que, bah, elle a exprimé un souhait, un besoin, et que donc c'est important de pouvoir lui donner une réponse. Quoi qu'il arrive, c'est marqué dans la fiche de poste de personne pour le Oui, de moment. toute façon, mais bon, Ce genre de précision. Mais on est dans le cadre d'un achat personnel. Voilà. tout à fait. Alors, je pense qu'on se dirige doucement vers la fin de ce webinaire. Je vais vous poser une dernière question qui vient d'arriver. Et puis après, on se dira au revoir. Donc, une personne qui dit avec des publics sans communication. Donc, ça veut dire, j'imagine, qui n'ont pas la possibilité de parler. Même si on essaye d'adapter les outils, c'est très difficile d'agir pour protéger leur intimité, les informer, d'avoir un accompagnement. Les professionnels et les familles sont souvent démunis.
Les assistants sexuels en France ne sont toujours pas autorisés, point d'interrogation. Alors, ben, malheureusement, on peut enlever le point d'interrogation pour la dernière partie de la réflexion. En France, actuellement, les assistants sexuels, donc, qui sont des personnes, des professionnels qui existent dans d'autres pays où les lois sont différentes, en France, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des professionnels, hommes ou femmes, qui accompagnent directement sexuellement des personnes dans leur vie sexuelle avec le handicap. Donc, elles agissent concrètement avec leur corps par rapport à ça. En France, ce n'est pas autorisé. Donc, on sait qu'on est face avec ce type de profil de personnes face à ben, une difficulté qui revient très régulièrement par rapport à ça, parce que le cadre légal en France, la loi en France, actuellement dit ça. On sait qu'il y a des gens qui euh, s'y prennent autrement, soit vont carrément se déplacer dans d'autres pays, soit réfléchissent un petit peu différemment. Mais en tout cas, nous, on est là pour dire ce que dit la loi et des problèmes, effectivement, que ça peut poser à certaines personnes. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la question de l'intimité, elle va aussi se jouer différemment, de façon peut-être un peu plus concrète, beaucoup plus individuelle, beaucoup plus spécifique, pour préserver peut-être la pudeur, essayer d'ajuster le plus possible les accompagnements par rapport aux besoins repérés pour la personne. Là, évidemment, avec ce type de profil, on ne va pas réfléchir à un groupe de parole ou à ce genre de choses. On va être sur quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus individuel, avec des pictogrammes, avec peut-être avec un appui comme ça, visuel beaucoup plus précis, spécifique et évolutif en fonction de ce que souhaite la personne. Parce qu'effectivement, eh ben, en fait, il faut prendre en compte ces particularités-là. Mais je précise, ce n'est pas parce qu'une personne ne parle pas avec des mots qu'elle ne peut pas s'exprimer ou qu'elle n'a pas des choses à nous dire. C'est à nous à trouver tous les moyens possibles et imaginables pour la comprendre et pour être au plus près de ce qu'elle a à nous dire. Parce que souvent, on pourrait imaginer que, bon, elle n'a rien à dire. Je pense qu'il nous faut vraiment faire attention à ça et être au plus près de ce que la personne pourrait être amenée à nous dire en essayant de la comprendre. Sandrine, peut-être tu veux compléter? Non, c'est parfait ce que tu as dit, en fait, et après, bien sûr que la question de l'accompagnement ou de l'assistance sexuelle, se pose, mais après, ce serait pas forcément la réponse à tout parce qu'une personne, elle pourrait être même une Mhm. personne formée, peut être aussi en difficulté, en fait, pour avoir les moyens aussi de comprendre et qu'est-ce qu'on en sait de ce que la personne a besoin ou souhaiterait, en fait? Est-ce que c'est une caresse? Est-ce que c'est une relation sexuelle? Est-ce que c'est être pris dans les bras? Enfin, on n'en sait rien, il faudrait aussi qu'elle puisse l'exprimer. Donc c'est vraiment important d'abord de travailler sur la communication et de pouvoir, mettre tout en œuvre pour que la personne, elle arrive à exprimer ce qu'elle souhaite, en fait. OK, très et même sur la communication, il y a des outils qui Bien sûr. existent, de Bien sûr. communication adaptée, améliorée et cetera. Donc, Katia, tout à fait. heureusement qu'il y a des avancées là-dessus. Donc, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Amélie, Nassima, merci beaucoup. Oui, je oui, voulais juste m'assurer, parce qu'on est beaucoup passé par le chat, oui, est-ce qu'on peut proposer à des personnes qui n'auraient bien pas sûr, pu écrire ou quoi que ce soit, si elles ont quelque chose à nous dire, qu'elles nous tout fassent à un fait. petit signe, si elles n'ont pas eu la possibilité d'écrire et qu'il y a quelque chose à dire ou à nous faire savoir? Peut-être voilà, qu'il y ait ce petit temps possible, mais peut-être qu'il n'y a pas l'envie ou le besoin de nous dire quelque chose. Apparemment, Apparemment, non. ok. Apparemment, non. Tout le monde a pu Merci, Sandrine et Amélie pour ce webinaire riche en ressources. Merci d'avoir répondu présente pour euh, enfin, comme d'habitude, hein, vous êtes des fidèles du projet Amour et Handicap, donc merci beaucoup. Je l'ai dit en début de webinaire, je le rappelle, donc ce webinaire sera euh, en ligne, on va dire, dans le courant de la semaine prochaine, hein, le temps qu'on fasse tout ce qu'il faut pour que ce soit de qualité. Donc, n'hésitez pas à diffuser autour de vous et à proposer aux personnes qui n'ont pas pu se connecter de se rendre sur le site Amour et Handicap pour aller voir ce webinaire. Il y en a
d'autres également. Il y aura toutes les conférences et les tables rondes qui ont eu lieu pendant le salon Amour et Handicap aussi. On est en cours de montage, donc vous pourrez aussi aller les voir si vous n'avez pas pu y assister. Un dernier petit rappel, et je vous laisserai le mot de la fin, Amélie et Sandrine. Un dernier petit rappel, donc Amour et Handicap, ce sont des rendez-vous connectés. Ici, on est sur le dernier de l'année 2025, mais l'année prochaine, on travaillera sur une programmation tout aussi intéressante, je l'espère, et donc vous aurez les informations, on communiquera là-dessus. Donc, ce sont des rendez-vous connectés via le site internet. C'est un salon tous les 2 ans qui a lieu à Hyères, dans le Var, et c'est aussi une série de podcasts. Donc, n'hésitez pas à aller explorer un petit peu le site Amour et Handicap. Vous pourrez avoir accès, comme je vous disais, au replay et vous pouvez avoir accès aussi aux épisodes de podcast. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Amélie et Sandrine. Je te laisse prendre la parole, Amélie. Ouais, donc ben, le mot de la fin, moi, je suis très touchée, en fait, de voir l'écho que peut avoir ce genre d'informations. On a été, nous, très touchés au moment de la conférence. Vous pourrez y avoir accès si vous voulez, avec de voir le public très nombreux, très, très nombreux, des personnes concernées de différentes façons par le sujet, qui avaient bien compris, bien reçu 5 sur 5, on va dire, le message, et donc avec cette envie d'être reconnu et de voir exister des choses concrètement dans leur quotidien. Donc, tout ce qui pourra contribuer à un bien-être de toutes les personnes, à accompagner les professionnels et les familles et les proches aidants dans toutes ces questions où, pour le moment, ils se sentent un petit peu en difficulté. Mais tout ce qui pourra contribuer, on sera toujours présente. Voilà, encore grand merci pour votre attention à tout le monde. Et Sandrine, du coup, à toi la fin. Tu as déjà tout dit, donc en tout cas, vraiment merci beaucoup de votre attention soutenue aussi tout au long de ces 2 heures quand même, c'est pas Mm. rien. Voilà, donc nous, on avait vraiment à cœur de faire, voilà, cette intervention et on est ravis en effet que vous ayez été aussi nombreuses et nombreux à répondre. En plus, c'est les vacances scolaires, donc merci de vous être libérés et puis, voilà. N'hésitez pas aussi, à vous rapprocher de vos centres ressources, Intime Agir. S'il y en a certains qui sont déjà en Occitanie, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez déjà les dispositifs Intime Aidant ou Intime Ensemble, donc si vous avez envie de continuer un peu ce type d'échange, des groupes de parole pour les aidants, des webinaires pour les professionnels et les groupes de parole pour les personnes concernées. Et si ça n'existe pas encore, bah, je vous laisse frapper à la porte de vos Intimes Agir régionaux pour leur dire, oh, on aimerait bien voilà, que ça soit mis en place, est-ce que c'est possible? Voilà, on sera en tout cas ravis que ça essaime un peu partout. En tout cas, merci beaucoup. Et merci Nassima de nous Ah, avoir oui, accordé. évidemment. Merci Nassima Merci pour à vous. tous ces rendez-vous connectés. Franchement, allez sur le site Amour et Handicap si vous ne le connaissez pas. Les podcasts sont d'une grande qualité. Il y a plein de personnes qui discutent. On est au contact direct des personnes concernées. Les webinaires, les conférences sont d'une très grande qualité. Vraiment, si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous avez beaucoup de matière vraiment pointue et hyper intéressante. Et quand même, le Salon Amour et Handicap est le seul endroit pour le moment de France où pour la quatrième fois, je crois, il y a eu vraiment quelque chose de très agréable autour de toutes ces questions-là. Donc encore merci à PF PACA Corse d'avoir créé ce travail-là et Nassima de le coordonner. Voilà. Au plaisir de vous revoir d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, au plaisir. Merci à toutes les deux, merci à tous et puis très bonne journée. Merci À Eh beaucoup. bien bientôt. oui, bonnes vacances si Au vous en revoir. avez. Au revoir, merci.